Bonjour, ici Sandra Lafontaine et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase. Entre elles, on se rencontre. Entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle d'une affaire qui nous touche tous sur les sentiers, protéger la nature qu'on aime tant explorer. Quand tu te lances pour une longue sortie entre elles, t'es pas juste là pour performer, t'es là pour profiter d'un milieu naturel qui mérite qu'on en prenne soin. Puis une des façons les plus simples de protéger nos espaces, c'est de consommer intelligemment. NAC a compris ça. Au lieu de laisser des aliments parfaitement bons finir à la poubelle, ils ont mis en place une initiative de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils proposent des gros rabais sur les produits qui approchent de leur date de péremption, mais qui sont encore parfaitement bons. On parle de rabais allant de 25 à 35%. C'est gagnant pour la planète, puis pour ton portefeuille. Puis tu sais quoi? Visite le nac.com et rends-toi dans la section appelée Produits à sauver. Puis pour le reste de ta commande, il y a toujours le bon vieux 15% de rabais avec le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 261 de Pas sorti du bois. On termine l'année en force ou on la commence en force, ça dépend du moment où vous allez l'écouter parce qu'on sort ça le 31 décembre. Donc j'assume que bien des gens vont l'écouter en 2026. Donc je pense que Sandra, on peut souhaiter à nos auditeurs une bonne année 2026. Bonne année à toi aussi. Merci, bonne année à toi aussi Yannick et à tout le monde. C'est drôle de se souhaiter ça un 23 décembre parce qu'on enregistre un petit peu d'avance, on brise la magie des gens. C'est pas live quand ça sort le mercredi matin, ça a été enregistré d'avance. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sandra Lafontaine qui a eu une énorme année 2025. Je trouve ça le fun de terminer l'année avec quelqu'un dont le projet... ce n'est pas qu'une course, c'est un enchaînement de courses qui fait que ça a été une année 2025 très bien remplie. Puis c'est ça qu'on va essayer de raconter aujourd'hui. Donc Sandra, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick pour l'invitation, très contente d'être là avec toi. Ça va être vraiment le fun parce que, je le dis tout le jour, moi je prépare pas l'entrevue, je fais pas une recherche, mais je m'en vais lire sur mon invité. Puis il y a eu quelques articles qui sont sortis. J'étais allé visiter les pages de résultats de course des dernières années pour voir qu'est-ce que tu as fait. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait faire 10 épisodes sur les 10 dernières années. Il y a beaucoup à dire, ça va être très très intéressant. Mais avant de commencer et de parler de trail, il y a toujours la première question qui est, Sandra, qu'est-ce que tu bois? Un bon thé vert dans ma tasse Moab. Dans une tasse de Moab, j'adore. Oui. J'en ai quelques-unes d'ailleurs. C'est ma deuxième tasse Moab. C'est ça, hein? C'est ça qui vient avec ces genres de courses-là, c'est que ça vient avec des verres. C'est comme ça qu'ils font le Québec Mégatrail à répétition. Moi, derrière, je pourrais boire une bière différente tous les jours de la semaine avec un verre à bière différent. Mais aujourd'hui, je suis pas dans la bière, là, on s'entend, il est encore tôt, fait que je suis avec un bon café de Café Charlevoix, qui est un partenaire du podcast. Donc, santé, Sandra, merci d'être là. Donc, commençons par le commencement, avant de parler de cette année 2025-là, puis de ce Grand Slam, le Triple Crown of 200. C'est tous des mots qu'on va décortiquer tantôt pour les auditeurs. Commençons par le début. Parle-nous de toi, de ce que tu fais dans la vie, puis de comment le sport, la course est arrivé dans ton parcours. Non, moi, c'est arrivé par la job. Ah ouais? J'ai mère à l'urgence à temps plein, et puis j'ai des collègues qui faisaient des Ironman. Puis on me dit, hey, pourquoi de ton profil, pourquoi tu te mets pas à courir? Tu devrais essayer. Puis c'est comme ça, un ami médecin à moi qui m'a incité à me lancer. Puis qu'est-ce qu'il a fait qui a vu en toi ce potentiel-là? Parce que tu dis, il m'a incité, il m'a dit, on s'inscrit à ça. Est-ce que tu étais quelqu'un qui était déjà actif dans d'autres sports? Mm-hmm. Oui, je pratiquais du hiking, de la marche rapide, je faisais de la natation, puis je suis quelqu'un de super dynamique, plein d'énergie, fait que il me voyait courir sur le plancher à l'urgence, il s'est dit, elle est faite pour ça, vas-y, lance-toi là-dedans, puis en même temps, ça aide pour sécréter des endorphines, hein. Puis le métier que je fais, il est pas stressant pas à peu près, fait que il est stressant pas à peu près, donc c'est ça, c'est
c'est très aidant aussi pour moi là-dessus. Ben oui, ben parlons-en avant de parler de course, parlons de ton métier. T'es infirmière à l'urgence. C'est, je suppose, des quarts de travail qui sont intenses, des longues heures, beaucoup d'adrénaline, de up, de down. On dirait que tu avais un emploi prédisposé à ce que ces compétences-là que tu acquiers au quotidien se transposent vers la course. Est-ce que je me trompe? Absolument. Ben oui. Oh oui. Puis c'est un plus. Vraiment. Ça m'aide beaucoup dans mes courses. Ça m'aide aussi pour planifier, puis pour me soigner. J'ai pas besoin de médic, moi. Je suis mon propre médic. Je peux aider les autres aussi. J'aime ça. Pouvoir aider tous les gens sur le parcours s'ils en ont besoin. Je suis tout le temps la première à être là. Ah ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers ce métier-là? Ah, ben ça, c'est... J'ai perdu mon père quand j'avais 21 ans. Puis il est mort d'un lymphome non-Hodgkinien. C'est un homme super en forme. Puis ben c'est ça. Il y a eu ça il y a très longtemps. Ça fait 28 ans déjà. Fait que ça traîne un peu mon âge, finalement. Fait que ça m'a fait bifurquer vers ce domaine-là parce qu'avant, j'étais en relation industrielle. OK. C'était pas du tout la même chose, mais j'étais pas tellement faite pour ça. Puis c'est ça. C'est ce qui m'a amené à aller travailler, à faire... c'est une genre de vocation, en fait. Puis j'ai jamais regretté mon choix. Et j'ai commencé sur le tard, à 25 ans, quand même, de faire ce travail-là, cette vocation-là. J'avais ça en moi, c'était facile pour moi. J'étais faite pour ça. Puis à quel moment ce médecin-là t'a incité à te lancer dans la course à pied? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Fait que ça fait 11 ans que t'es une coureuse. Ouais, puis je regardais, puis ça fait quasiment une décennie que t'es aussi ultramarathonienne. Rapidement, le trail est arrivé dans ce parcours-là. Ça a été quoi le déclic vers qu'on quitte le bitume pour les sentiers? Moi, c'est parce que j'adore la nature, puis je tripe, j'habite dans les Laurentides, hein, que je suis entourée d'arbres, de montées, de montagnes, de tout ça. Puis, ben, je faisais beaucoup de hiking. Fait que j'étais tout le temps dans le bois. Fait que c'est sûr que j'ai transféré ça là, puis je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça avant. Je courais un peu dans le bois en niaisant, mais je me disais pas que j'étais une traileuse. Tu sais, quand j'ai commencé, t'as la chienne de débouler, de tomber ou de, puis vraiment, c'est même que écoute, j'allais courir le soir, puis là, j'entendais des bruits dans le bois, puis j'avais peur. Je suis pas une peureuse dans la vie. C'est comme le jour et la nuit maintenant, là. Ouais. C'est plus ça du tout, là. Moi, la nuit, je n'ai pas peur. J'ai plus peur des gens, des fois, sur la rue, que des animaux dans le bois, tu sais, tout le genre. Fait que c'est ça. Écoute, le temps a changé, hein. Oui, je pense que l'expérience fait aussi son œuvre dans le sens où plus on court de soir, de nuit à la frontale, c'est sûr que, je sais pas si ça te fait ça, mais il y a quand même une hypersensibilité qui arrive quand on tombe de nuit. C'est plus silencieux, peut-être les bruits sont moins communs. Tu sais, même quand on est dans la montagne, des fois, t'entends au loin les bruits de la ville, une chainsaw, un 4 roues. Mm-hmm. Le soir, la nuit, il y a à peu près rien. Fait que là, on dirait que nos petites antennes se lèvent puis on entend plus les choses. Ce qui peut faire peur devient plus une façon de s'occuper la tête puis d'être curieux de ce qui se passe, puis la première fois que tu vois une petite paire de yeux dans le fond du bois, tu as peut-être peur, mais après ça, tu te rends compte qu'au contraire, c'est cool parce que tu côtoies quelque chose d'autre que toi-même, là. Exactement, on est en hyper-vigilance la nuit. J'adore ça la nuit. C'est juste que je vois moins bien. Oui. Je porte des verres de contact, puis c'est moins bon que des lunettes. Mais je porte pas de lunettes la nuit, là. C'est dur à gérer, les verres de contact, ça, mais c'est juste ce point négatif pour moi. Ma vision est un petit peu moins bonne à cause de mes verres de contact, mais c'est tout. Sinon, j'adore ça. Puis cette expérience-là que tu avais déjà en randonnée, ça se transmet bien en trail. Rapidement, j'ai vu que tu es allé dans de la longue distance. J'ai vu dès 2016, on a un 50 miles, un 80 km au calendrier. Donc, rapidement, tu as compris que c'est ce que tu voulais faire. Je suppose que ce background-là de randonnée a fait que tu as peut-être pas sauté des échelons, mais passé vite à de la très longue distance. Oui, j'adore ça. En fait, je pense que je me spécialise maintenant dans le 200 000. C'est ce que je fais. C'est ce que j'aime le plus faire. Oui, ça s'est fait rapidement, cette affaire-là, parce que j'ai commencé à faire un demi-marathon au mois d'août 2015. Ensuite, j'ai fait le marathon de Montréal en septembre. Puis tout de suite, j'ai fait le BU, le 57, 59 dans le temps, en 2015. Fait que, tu sais, tu vois que ça fait un bail. Puis j'ai pas lâché la trail depuis. J'ai pas refait j'ai fait un marathon à Ottawa, c'est vrai, en 2016, au mois de mai, pour me qualifier pour faire Boston. Puis j'ai même pas fait de Boston finalement, ça me tentait pas. J'étais inscrite, faut le faire, là. Ça me tentait juste pas d'être dans le SAS puis tout ça. Puis finalement, j'étais allée à Bear Mountain. Faire le 80, j'étais détruite. Les quads pétés. Tu sais, je suis plus comme ça parce que ça se travaille au fil des ans. Ton corps se muscle.
Puis là, moi, demain, là, je suis due, là. J'arrête pas de rêver ces derniers jours à me remettre sur la ligne de départ d'une course, là. Fait que moi, ça va attendre au mois de mai, là, mais bref, c'est ça, là. Il y a une adrénaline qui vient avec ça, puis il y a un plaisir à faire des courses organisées. Ouais. Parce que c'est toujours la question que j'ai, parce que je suis pareil, puis je rencontre beaucoup de gens. Certains font des courses organisées, certains font des projets solo. Puis il y a de quoi que pour plusieurs coureurs, ça nous fait revenir à des courses organisées. Parce qu'on s'entend, un 50 km, un 80 km, on pourrait le faire maison, mais qu'est-ce que tu vas rechercher dans le fait de mettre un dossard, de t'inscrire, puis de faire ces longs efforts-là dans le cadre d'une course organisée? Ben moi, ce que j'aime, c'est que j'ai pas à me casser la tête. Oui, tu te la casses pour préparer tes affaires. Je suis une coureuse freestyle. Tu sais, le guide, je le regarde dans l'avion. Je regarde juste ça d'avance pour savoir quel ravito, pour préparer mes drop bags. That's it. Puis, oui, où j'arrive, puis où je pars. Puis, parce que comme je fais tout toute seule, j'ai pas de transport, faut que je trouve la façon de m'amener au point A puis au point B avec l'hôtel. C'est qui? Sinon, je lis rien. Fait que de participer à des courses organisées, comme ma job est super organisée, là, tu manges à telle heure, tu t'arrives à telle heure, puis des fois, tu sais pas à quelle heure tu finis, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors, puis tout est formaté, l'heure du souper ou tous ces trucs-là. Ben là, une course organisée, wow, point A, ravito 1, ravito 2, ravito 3, puis là, je traîne mes petites affaires, puis je m'alimente, puis that's it, je me casse pas la tête. Ça me prend une montre pour avoir le GPS ou dans mon cellulaire, mais sinon, c'est pour ça. Parce que je cours tellement chez nous, je peux tellement partir puis faire tellement de courses que oui, j'aime ça quand c'est organisé pour cette raison-là, en fait, parce que je me casse pas la tête. Un échappatoire à la vie quotidienne. Vraiment, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Je veux dire, t'es le 261e épisode, fait que j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de monde de notre communauté. Il y a des traits communs qui sont pas exclusifs à chaque coureur, mais c'est beaucoup des gens qui ont des quotidiens assez chargés, que ce soit le travail, la vie familiale, la vie personnelle, professionnelle, peu importe, des gens qui font beaucoup d'affaires, puis qu'il faut qu'ils rentrent toutes dans une case. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, quand je prends le départ, c'est aussi le moment où je me dis, le téléphone est dans le fond du sac pour une question de sécurité, mais il n'y a plus de notification, il n'y a plus d'obligation. C'est décidé que pour le prochain 24 heures, je suis dédié à avancer d'un point A à un point B, puis tout le reste, pas que ça compte plus, mais on n'a plus à penser à ces choses-là, puis ça fait vraiment du bien. Ah oui, je décroche totalement. Ouais. Il y a rien. Il y a juste moi, mes pieds, j'avance. That's it. Je le fais. C'est tout. Le faire. Je trippe, j'en mange de ça. Là. J'ai adoré mon année, je capote. Avant qu'on parle de cette année-là, je voyais qu'il y a quand même une belle histoire d'amour avec le BU, le Bromont Ultra, parce que tu le disais, ça a été ta première course en 2015, ton premier ultra. Ensuite, tu as fait le 80. Puis après, j'ai compté 4 finishes sur le 160 km. Donc, tu y es revenu 4 éditions consécutives, si on exclut la pandémie à travers ça. Qu'est-ce qui te fait revenir à cet événement-là? Oh, la beauté du paysage à l'automne. J'adore cette ville-là, une ville dynamique. J'adore l'organisation. À l'époque, c'était avec Gilles. Oui, j'aime ça. Ça redonne au suivant aussi, de la façon que c'est organisé. Puis c'est une course, c'est une organisation, c'est ça, philanthropique. Tout ça m'attire et c'est pas très loin de chez moi et c'est un rendez-vous annuel pour moi au mois d'octobre. Ça fit super bien. C'est juste que ça fait 2 ans que je les snob un peu pour aller faire d'autres choses. Mais non, mais je vais y retourner. Je voulais y aller cette année, mais je t'expliquerai, j'ai un autre petit projet qui va être de ce même week-end-là. Mais c'est certain que j'y retourne, je vais refaire le 100 000 parce que là, il a changé, là, ils ont modifié tout ça. Et que j'aimerais ça, puis j'ai hâte de voir... en le refaisant, comment je vais me sentir sur cette ligne de départ-là. En fait, qui m'a mise au monde, en quelque sorte, là, le Bromont Ultra. Puis j'ai l'impression que depuis la dernière fois où tu l'as terminé en 2022, tu étais déjà une coureuse expérimentée. On s'entend, tu termines 4 fois le Bromont. Mais là, tu as ajouté à ça la notion de 200 miles, des courses qui prennent plusieurs jours. Assurément, tu as grandi comme coureuse, comme athlète là-dedans, puis ça va être intéressant de voir comment ça va se répliquer sur un 100 miles, parce que tu as fait beaucoup de 100 000, et là, depuis 2 ans, tu es sur du très, très long. T'as-tu hâte de voir ce que ça donne, de revenir avec ce bagage d'expérience-là sur je vais mettre des immenses guillemets, sur une courte distance qui est le 100 000? Ben oui, certainement. Puis il y en a un aussi que j'ai dans la mire depuis un bout de temps, c'est le Vermont 100 000. Ouais. Je devais le faire, mais il y a eu la pandémie. Puis là, il a fallu que je me requalifie, si on veut. Puis la première fois que j'ai voulu me qualifier, j'avais fait un 80 en 12h02. Et eux, c'est 12 heures et moins. Le 2 minutes, ils l'ont pas laissé passer.
Bon. Donc, je suis allée le faire. J'ai fait le 100 km cette année-là, puis j'ai fait une super bonne course. Puis je suis retournée comme 2 ans plus tard parce que je devais me requalifier. Et là, je me suis perdue, faut le faire, là. J'ai fait 15-16 km d'extra, mais ça, les gens ne le savent pas. Fait que ça me donnait 2 heures d'extra dans mon temps. Puis j'ai dépassé de 23 minutes le cut-off pour te qualifier pour le 100 000 parce qu'il faut que tu le fasses en 16 heures et moins. Ah ouais. Mais les gens ne se savent pas pourquoi. Je l'ai fait 2h23 plus tard. C'est ça. T'as décidé que c'était un 115 km cette année-là. Mais tu l'as fait cette année, Ouais. ça. Il y a une fois, tu sais, quand tu descends la pente, il y a comme des grosses roches. Tout de suite après être sorti de cet endroit-là, il faut que tu tournes à gauche pour aller au ravito. Moi, j'ai suivi du monde de 100 000, continue tout droit. J'ai fait la même grosse montée. Je me dis, je suis passée ici il n'y a pas longtemps. Mais là, moi, les pages, je continue. Puis là, j'arrive au même ravito que j'allais faire plus loin. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais, ça va pas bien, hein, je suis pas à la bonne place. Ben non, il faut que tu retournes sur tes pas. Puis tellement que si tu retournes pas sur tes pas, t'es disqualifié. Puis là, les gens, je savais pas où me rendre parce que là, les gens savaient pas trop. Puis là, il y a pas de montre là-bas. T'as pas de GPS dans... Non. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'accompagnait, mais le gars, il savait pas plus que moi. OK, le gars de la race, de l'organisation. Et puis là, on savait pas trop. Puis il y avait pas de réseau à cet endroit-là. Donc, on n'a pas pu savoir. Fait qu'on l'a fait, on courait. Puis ça fonctionnait. Le monde, il se demandait, on les voyait tous passer en face de moi. Puis j'ai réussi à retrouver. Puis j'avais un ami qui était avec moi à ce moment-là. Puis là, je pleurais. Non, mon temps, ça marche pas parce que j'étais plus rapide en plus que la fois que je l'avais faite. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Ça fait partie de la vie. Puis moi, ben, je suis du genre à des fois à me perdre pour des niaiseries. Même si j'ai un GPS. Fait que ça, c'est une autre histoire, mais c'est drôle. Mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas de GPX pour plein de raisons. La course ne veut pas en rendre disponible parce qu'ils veulent pas. C'est un peu comme Bromont, tu sais, c'est principalement sur des terres privées. Oui, absolument. Fait qu'ils veulent pas que les gens aillent le faire en off. T'as-tu vu des similitudes? Moi, j'ai vraiment senti entre le Vermont 100 et le Bromont beaucoup de similitudes. Tu sais, je sais que Gilles, quand il a fondé le Bromont Ultra il y a plusieurs années, avait cette inspiration-là des courses américaines, mais principalement du Vermont qui est dans un environnement qui est vraiment très semblable. Tu sais, j'ai l'impression, là, plusieurs moments dans la course, j'étais avec des Québécois, je me disais, on se croirait vraiment dans les cantons de l'Est, on se croirait vraiment sur le Bromont Ultra. Mais les cantons de l'Est, ça ressemble à cet endroit-là dans le Vermont. Ça ressemble, c'est comme Nouvelle-Angleterre dans les cantons de l'Est. Si tu compares à, comme moi, chez moi, les Laurentides, ça n'a rien à voir avec Bromont, là, dans ce coin-là, les cantons de l'Est, Sutton et compagnie. C'est vraiment un charme particulier, j'adore ça. Puis oui, Vermont, j'étais comme chez nous. Une course exceptionnelle, le Vermont, là, avec Amy qui est extraordinaire, puis les ravitaux qui sont tellement rapprochés. C'est malade. Ça, c'est les espèces de grosses cruches d'eau pour les chevaux où tu peux te sacrer la tête là-dedans. Ça va être comme n'importe quoi. Francis Picard m'avait envoyé une photo avec ça. J'avais un ami qui a fait ça aussi. Moi, je l'ai pas fait. J'ai pas été gay de faire ça. Mais tu sais, les enfants t'arrosent quand tu passes. Puis... Ah ouais. Convivial, les hausses qui sont laissées, tu sais, soit il y a des enfants, mais même plus tard dans la course, quand les enfants sont probablement couchés, ils laissent la hausse sur le bord de la route parce qu'ils savent que c'est un moment de l'année en juillet où il fait toujours chaud, puis c'est super convivial. Moi, j'adorais dans les ravitaux, il y avait une madame, c'est un ravito qu'on passait 2 fois, puis elle avait une machine à pression en mode mist, là, tu sais, ça décapait pas, puis elle passait ça ses coureurs comme si on sortait de la boîte, puis il fallait nous enlever une couche, mais ça faisait tellement du bien. Mais ce côté-là, il est très ancré localement dans cette région-là, puis que c'est les locaux qui s'occupent des ravitaux. Puis c'est de quoi qu'on voit de plus en plus dans nos événements québécois, des gens qui s'impliquent, qui font du bénévolat, qui sont pas liés au trail, tu sais, qui ne viennent pas, qui sont pas des coureurs qui décident d'aller faire du bénévolat, mais des gens locaux qui s'impliquent parce qu'il y a un événement dans leur ville, puis ils le font. Puis tu sais, l'Ultra Trail Fjord du Saguenay le fait magnifiquement bien avec des gens locaux, mais un peu partout on voit ça. Puis aux États-Unis, il y a beaucoup de ça. T'sais, au Vermont, c'était des personnes âgées qui tenaient le ravito sur le bord d'une table de pique-nique devant chez eux, puis tu sais pas trop si c'est un ravito officiel ou pas, mais ils ont le goût d'aider le monde qui passe, puis eux, ça les divertit de voir ces bébites-là passer après 10, 15, 20 heures de course maganée. Il y a de quoi localement qui est le fun d'aller à la rencontre des gens, puis de découvrir une Amérique un peu différente peut-être que celle qu'en ce moment on voit dans les médias. Ça peut faire du bien, ça aussi, qu'il n'y ait pas juste du mauvais monde, puis il n'y a pas juste... c'est ça, ce que les médias pointent présentement. T'as dû vivre ça aussi en faisant le Triple Crown, en faisant ces courses-là américaines. On pourrait revenir principalement sur c'était quoi ton enchaînement, mais de vivre cette communauté de trail-là qui est différente aussi. Puis j'entends beaucoup parler que le 200 000, c'est une communauté qui est différente.
Oui, c'est différent, mais en fait, parce que ce qui est différent, si tu compares, mettons, le Vermont-Sens, c'est parce que c'est proche des maisons, tandis que les courses, exemple Destination Trail, sont éloignées. Puis oui, les gens qui sont là c'est des passionnés, puis c'est des membres de famille, puis c'est juste que ces ravitaux-là sont loin. Mais oui, l'ambiance et l'esprit est le même. Ouais, j'adore ça. Moi, les courses aux États-Unis, je vais me faire lancer de tomates parce que c'est des États-Unis. Et en passant, on est très bien reçus, hein, comme Québécois, Canadiens. Super, j'ai rien à dire. Ça ne paraît pas l'ambiance de ce qu'on sait. Hein, l'ambiance géopolitique. Exactement. Mais c'est ça, c'est vraiment très, très cool. Toutes les courses aux States. Oui, exact. Ouais. Puis je pense que pour clore sur le sujet, pour pas entrer sur un podcast politique, ça reste que sont 350 millions. Il y en a des spéciaux sur le lot, il y en a au pouvoir qui sont spéciaux. Mais après ça, tu sais, rappelons-nous que notre sport, si tu regardes qui est dans la communauté trail au Québec, tu t'en vas en France, peu importe où, c'est le même genre de monde, tu sais, qui aime la nature, qui aime cet esprit-là de communauté. C'est pas différent là-bas. Fait qu'après ça, ce qui se passe à Washington, puis ce qui se passe dans le fin fond du bois au Vermont ou à Moab, on s'entend, c'est pas en même game pantoute. Mais là, on tourne autour du pot depuis tantôt. Parlons du Grand Slam, mais parlons plus précisément de cette année-là, 2025. L'an passé, tu as eu ton baptême du 200 miles sur Moab en octobre 2024. Qu'est-ce que ça a allumé comme bougie? Qu'est-ce que ça a été le point de départ? Parce que j'ai l'impression que ça a été le point de départ de ton année qui a suivi. Oh, oui, ben j'avais travaillé très fort avant, puis là, je me payais comme 3 semaines de vacances avec des fériés, puis enfin, je pars là, sans savoir vraiment ce que j'allais faire. Moi, puis je suis innocente, là, let's go, je sais courir, je sais quoi faire, puis sauf que, dans le sens que je sais pas comment ça va virer, j'ai pas de plan. Moi, je me dis pas, j'ai une feuille avec Excel, là, qu'il faut que je coche, bon, j'arrive à telle heure, je suis vraiment freestyle. Puis ça a été ça, mais j'ai trippé, j'ai dit, wow, moi, je trippe sur le 200 000 et plus, mais je n'ai pas de distance fétiche que je me dis que parce que j'ai fait, exemple, 500 km en Arizona, que je veux en faire 1000. J'ai pas ça. Je suis super confortable avec du 200 000. Vraiment, oui. Puis en plus, durant cette race-là, j'ai rencontré un nouvel ami, Martin Coulombe, qui est un super bon coureur. Puis on a fait 3/4 de la course ensemble. Je me serais pas attendu à ça du tout, là. Du tout. On porte des Nordans en plus qui les mêmes guêtres. Tu sais, il faut le faire, là. Il y a pas tellement de monde aux États-Unis ou les Canadiens ou whatsoever qui, à ce moment-là, vont avoir des Nordans, mais j'en ai croisé, puis je lance la nouvelle pour tout ça, mais oui, on s'est connus là-bas, puis ça a été génial, là, de faire tout le 200 000 avec lui, ou presque. Puis ça a été quoi qu'est-ce qui a orienté le choix de faire ce baptême-là du 200 miles à Moab? Eric McGee. Ah, voilà. Eric McGee, Francis Picard, c'est des noms qui reviennent souvent dans ces mauvaises bonnes idées-là, ou ces bonnes mauvaises idées-là, je sais pas comment le dire, mais c'est des gars qui enchaînent les longs efforts de manière assez intense, puis qui sont des excellents ambassadeurs de mauvaises bonnes idées. Ah oui, mais écoute, moi, c'était pas assez 100 000 pour moi. Et puis, tant qu'à partir en camping pendant des jours, c'était destiné. Et puis moi, j'adore Moab, la région, mais j'adore ce genre de course-là. Et je voulais aussi du roulant, du plus roulant. Parce que dans les courses de Destination Trail, dis-toi qu'il y a du pas roulant aussi, là, du moins roulant. Là, on en reviendra aux autres, là, mais c'était ça. Moab, ça m'attirait. Les paysages. Et ce n'est pas que juste des grosses roches rouges, là. Il y a de la montagne, il y a du bois, il y a tout ça, là. C'est une course super complète. C'est ce qui m'a fait triper, puis c'est ça que je voulais faire. Fait que c'est pour ça que je me suis inscrite l'année passée. J'ai vraiment pas regretté. Et suite à ça, Martin, il était sur la triple couronne l'année passée. Il me dit, pourquoi tu ferais pas ça? Es-tu malade? Tu aurais le triple couronne. Puis là, je me dis, avec mon travail, comment tu veux que je fasse ça? Puis là, c'est pas ça. C'est que là, un mois après notre retour, il y avait l'inscription pour l'Arizona Monster. Là, il me dit, hey, je vais faire cette course-là. Pourquoi ça te tente? Est-ce que ça te tente de venir faire ça? 500 km, t'es fou. Moi, rapidement, je peux changer d'idée. Là, en une semaine, là, je peux dire, je fais ça, puis après, finalement, je ferai jamais ça. Puis comme le tort des gens, j'ai dit peut-être que quelques mois que j'irai pas faire ça, puis je vais aller faire ça. C'est peut-être. Là, avec l'année que j'ai passée, j'ai vaincu certaines peurs. Donc là, il y a plus de peur. Faut pas avoir peur, faut que tu penses. Alors là, ben c'est ça. Je me suis dit, OK, je m'inscris en Arizona, faire Arizona Monster. Et j'avais mis mon nom dans le chapeau pour la Bigfoot. J'ai été choisie. Et puis pour Taos, je dis, bon, mais tant qu'à y être, pourquoi pas faire la triple couronne? Mais là, moi, j'ai pas toutes ces vacances-là.
il a fallu que je m'organise auprès de mon travail. Puis au départ, ma boss, elle voulait pas parce que bon, c'était compliqué. Puis elle avait déjà autorisé ça à quelqu'un. Et elle me connaît, j'ai une tête de cochon quand je veux quelque chose. Et je la remercie sincèrement parce que grâce à elle, j'ai pu participer à ça. Fait que j'ai su comme en novembre que j'étais correcte pour faire ça. Fait que là, j'ai eu mon congé fin mars. Fait que t'as pris un congé différé qu'on appelle. Fait que t'étais en arrêt complet de travail depuis le mois de mars. Pour ça, un salaire par contre. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Fait que de mars à, tu disais la semaine prochaine, tu recommences? Un mois. J'ai pris 10 ans, oui. J'ai pris 10 ans. Ça, je vais être sur le bord de la retraite. Non, j'ai pris 10 mois. J'aurais pu prendre un an. Tu commences à 6 mois, de 6 mois à 12 mois. Okay. J'ai pris 10 mois. Puis là, ça inclut tout ça. Puis là, bientôt, je vais aller faire un petit voyage dans le sud. Mais honnêtement, y repensant, j'aurais dû m'inscrire à un 200 000. En tout cas, je vais aller courir là-bas, là, mais c'est plus mon style, finalement, les voyages dans le sud. Là. Je tripe vraiment trop sur la course à pied, là, les courses. Oui, absolument. Ça va être correct. J'adore. Fait que cette année-là, ces 10 mois-là, ça commençait par prendre un congé différé, avoir pleinement le temps de faire ces courses-là, parce que, je veux pas, c'est des courses qui vont prendre des centaines d'heures à courir, mais avant ça, il y a le voyagement, il y a la récupération. Donc, t'avais ça qui s'en venait. Pour ceux et celles qui connaissent moins Destination Trail, qui est une organisation qui fait ces courses-là aux États-Unis, puis ceux qui connaissent moins les 4 courses, avant d'entrer dans toi, ton année, puis ta façon de vivre ces courses-là, veux-tu nous présenter ces 4 bêtes-là que sont l'Arizona Monster, Tahoe, Bigfoot et Moab? Oui, tu peux les prendre une par une, ou faire la Triple Couronne, ou faire le Grand Slam. Donc, il y a les 4 courses ensemble. L'Arizona Monster, 300 000. Moi, je me suis perdue, donc ça m'a donné un gros 500 km-ish. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, ça, c'est au mois d'avril. Ensuite, t'as Tahoe en juin, qui est un 200 000. Ensuite, t'as Bigfoot en août, qui est un 200 000. Et t'as Moab 240 000 en octobre. Fait que c'est ces 4-là. À peu près 7-8 semaines d'intervalle entre chacune. Et c'est amplement pour récupérer. Par contre, rendu à Moab, moi, je pense que j'avais accumulé de la fatigue de tous ces voyages-là, physiques et mentales, puis j'étais vraiment off d'être sur le départ. Ce qui n'est pas mon habitude. Ça, c'est une autre histoire, mais l'état a changé en cours de course. Puis en plus, on a la météo de merde à Moab. Cette année, c'était fou. Donc ça a joué dans ma tête, mais je ne l'ai pas laissé gagner cette intrusion de pensée négative-là. J'ai chassé ça, puis ça a vraiment bien fonctionné. Fait que Arizona Monster, qui est en avril, c'était la première édition, alors que les 3 autres ont lieu depuis plusieurs années. J'avais reçu Francis Picard, je l'avais reçu au moment où il avait terminé, il me semble, sur le podium du classement général du Triple Crown. Donc, ils font un classement par course, mais il y a aussi un classement sur les 3 courses. Puis ça, cette année, toi, je vais te lancer des fleurs parce que j'ai les chiffres devant moi, mais sur le Triple Crown, fait qu'on enlève l'Arizona Monster de l'équation. Sur la Triple Couronne, tu as terminé 3e féminine pour le temps cumulé de ces 3 courses-là. Alors que sur eux, ce qu'ils appellent maintenant le Grand Slam, qui est la Triple Couronne plus l'Arizona Monster qui en était à sa première édition, t'as terminé ça première féminine, 4e overall, première canadienne, première personne de nationalité canadienne à terminer le Grand Slam pour un beau 460 heures et 40 minutes de course sur ces 4 courses-là. C'est complètement fou. C'est vraiment le fun qui organise ces classements-là combinés parce que c'est un accomplissement, on s'entend, en soi de faire chacune de ces courses-là individuellement, mais ça permet aussi de mettre en lumière ces gens-là qui font ces défis-là. C'est un défi physique, mais c'est un défi de récupération, j'ai l'impression, parce que il y a quand même du temps entre les courses, tu le disais, mais ceux et celles, pensez votre plus longue distance à vie, que ce soit un 30 km ou un 300 miles, ça prend du temps à récupérer ces longs efforts-là. Toi, une fois que tu as fait le Moab en 2024, après ça, novembre, décembre, ça s'est confirmé que tu avais ça en 2025, est-ce que tu as mis en place des choses différentes dans ton entraînement, dans ta récupération, dans ton hygiène de vie, peu importe, pour te préparer à ce qui t'attendait? J'étais déjà prête. T'étais déjà prête? Oui, il faut juste que je me freine. Il faut juste que je me dise, oh là, calme-toi les nerfs, là. Pas besoin de faire ton 21 km par jour, parce que moi, je suis genre à faire 21 km ou entre 15 et 21 avant d'aller travailler. Je travaille de soir. C'est fou, là. Tu sais, j'habite à côté. J'ai acheté une maison proche de ma job pour pas être autodépendante. Je parle de voiture dépendante. J'y vais à pied.
Puis j'ai le bois dans ma cour, puis j'ai Tremblant à 30 minutes de chez nous. Fait que, tu sais, j'ai des terrains de jeu pas mal là, autour. Ma vie est dédiée à ça, en fait. Là. Je travaille pour aider le monde, puis j'aime ça. Ça m'apporte beaucoup et ça apporte à d'autres. Puis pour me payer toutes ces aventures folles-là, là, je tripe, c'est mon mode de vie. Donc, il a fallu juste que je m'arrête un petit peu, puis je fasse plus de ski de fond. Puis c'est tout. À part ça, j'ai garde du dénivelé, j'en ai en masse. C'est juste que quand tu fais une course en avril, ben, et que tu travailles à l'urgence, tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas, hein, des virus. Ouais. Donc, j'avais l'influenza juste avant de partir. J'étais flush, là, pas capable. Il aurait fallu un bon mois de repos avant de faire cette course-là. Mais tu vois, comme je t'ai entraîné depuis des années, ben je l'ai juste fait puis ça a fonctionné, tu sais. Mais les poumons avec du sable, du temps sec, peut-être pas top, mais j'avais pas le choix, j'étais engagée. Je pouvais pas dire ah non, cette année je passe par-dessus, tout est booké, mais je voulais pas tomber malade, je fais tellement attention. Sauf que ben l'urgence c'est l'urgence, je suis la première ligne d'entrée au triage, les gens ils me toussent dessus. Même si j'ai un N95, je vous le dis, c'est pas 100%, c'est N95. Même là, j'ai attrapé l'influenza avec un N95, faut le faire. Ouais, des COVID, j'ai même combattu une COVID longue et dans le passé, au retour d'une race, dans l'avion, j'avais attrapé la COVID puis ça s'est échelonné sur toute l'année que j'ai eu beaucoup de symptômes. Et là, j'en suis débarrassée avec certains symptômes qui sont restés, mais ça va. Fait que tu vois, c'est ça en fait, là. Est-ce que ça jouait dans la tête quand, comme tu dis, tu as tout mis en place pour que 2025 soit dédié à cet enchaînement de courses-là? On s'inscrit aux 4 courses, on planifie 4 voyages, on prend un congé différé de 10 mois. T'sais, on s'entend, tout était dirigé vers ça. Puis que tu es sur la ligne de départ de cette première de 4 étapes. Puis tu files pas, t'as l'influenza. Ceux qui l'ont déjà eu, on s'entend, des fois on mélange grippe et rhume jusqu'à temps que tu aies vraiment une grippe, une influenza, puis tu te rappelles, ok, non, c'est pas la même chose pantoute, c'est un autre niveau complètement. Est-ce que ça jouait dans la tête? Oui, j'étais sur mon divan, je me faisais des selfies pour me voir la face de quoi c'était. Puis en plus que je regardais des photos de gâteaux au chocolat parce que j'aime bien manger. Fait que je me motivais avec ça, regarde, tu vas manger ça parce que là, tu perds du poids puis il faut pas que tu perdes du poids. Oui, ça m'a joué dans la tête, mais je suis forte aussi dans la tête, là. J'ai un bon mental puis j'avais hâte aussi de partir, mais tu sais, moi, je suis comme une peureuse de prendre l'avion, mais tu vois que j'ai pris beaucoup puis je m'arrête pas parce que je ferais rien. Mais je me dis, bon, advienne que pourra, ça m'a joué, oui, mais je me connais super bien puis je savais quoi faire. Fait que j'ai fait ce que j'avais à faire, mais aussi c'est parce que j'avais perdu du poids pas mal. Il a fallu que j'essaie de me remplumer un peu avant la course, puis c'est ce que j'ai fait aussi, puis c'était tout correct. Ça a été. C'est le genre d'effort où justement tu veux pas commencer déjà en carence de quoi que ce soit. Là. Moi, je me rappelle avoir déjà pris le départ d'un 100 km avec une fin de virus de garderie que mon gars avait ramené qui faisait que je commençais déjà amoché, déshydraté. Tu te dis, je me donne pas beaucoup de chance. À la limite, c'est un 100 km, je veux pas diminuer le truc, mais ça reste que c'est une course qui a pris une 14-15 heures, je sais pas. Fait que tu sais, tu serres les dents puis ça y va, mais là, quand on parle de quelque chose comme l'Arizona Monster qui prend des centaines d'heures, c'est beaucoup d'heures où on gruge dans ce qu'on a. Dans nos réserves. Si on part avec les réserves un peu affaiblies, ça va être une longue journée au travail, là. Mais c'est tellement mieux que le travail, finalement. J'adore. Sandra, avant qu'on entre dans l'Arizona Monster 300, parce que je pense que c'est notre point de départ pour cette discussion-là sur ces 4 grandes étapes-là de ton année 2025, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on poursuit de l'autre côté. For sure. Une nouvelle année qui commence, c'est toujours le bon moment pour repartir sur des bonnes bases. Il y en a qui appellent ça des résolutions, mais quand t'es passionné par ton sport, ben pas besoin de te motiver à repartir l'année en force. Mais pour aimer ça courir en janvier au Québec, ben faut être équipé. C'est là qu'Altitude Sport entre en jeu. Tu vas trouver tout le nécessaire pour continuer de bouger même quand il fait fret. Les couches de mérino, les manteaux, les bas chauds, les tucs qui respirent, les gants, les flasques isolées. Avec plus de 400 marques premium, dont plus de 60 canadiennes, il y en a pour tous les goûts. Puis comme toujours, tu commandes puis bang, c'est livré le lendemain partout au Canada et le jour même à Montréal. Si quelque chose ne fait pas de souci, retour facile, pas besoin d'imprimante, juste un code QR. Alors va magasiner sur altitudesport.com et profite d'un rabais jusqu'à 20% sur ta première commande avec le code pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode d'aujourd'hui.
2026 est là, puis moi, si j'étais toi, ma résolution, ça serait de mettre le cap à l'est pour vivre un vrai défi trail. L'Ultra Trail Gaspésia en juin ou l'Ultra Trail Forillon en septembre, c'est des maudites bonnes options pour ta course A de l'année. Avec le temps, Gaspésia et Forillon sont devenus deux incontournables du calendrier trail québécois. Des paysages uniques, une organisation solide, puis des distances variées de 1 à 160 km, incluant les fameux Transpercés et Transforillon, des courses par étapes sur 3 jours pour vivre l'expérience gaspésienne à fond. Puis là encore, t'as du choix. TP25, 50, 75 ou 100 km autant à Percé qu'à Forillon. Puis si t'as le goût de te mettre dans le mode avant l'été, ben il organise aussi la série Trail Polaire Gaspésia avec des événements hivernaux à Gaspé, New Richmond, Bécomo, L'Anse-Saint-Jean et Saint-Mathieu. Puis là, pour t'aider à passer de la résolution à l'action, ben il te gâte solide 20% de rabais sur ton dossard 2026 à l'Ultra Trail Gaspésia ou l'Ultra Trail Forillon avec le code promo PSDB. Tous les détails au gaspésia.org. On est de retour avec Sandra Lafontaine. On a parlé de cette année-là, 2025, que tu préparais. Là, on y est. T'es en fin d'influenza, t'es sur la ligne de départ. Comment tu te sentais au début de cet Arizona Monster-là, à quelques minutes de commencer ton plus long effort en termes de kilomètres et en termes d'heures à vie, probablement? Super excité. Puis en plus, mon ami Martin était sur la course, mais je l'ai jamais vu de la course. On se voit au début. Bye bye! Après ça, lui, il fly en avant. Surtout que moi, j'ai eu des petits problèmes gastro-intestinaux au départ. Ouais. Et là, après ça, toute la gang me suivait. Puis je dis non, c'est pas là. Allez à gauche. Et que moi, ma montre, c'est éteinte au départ. Ah, c'est pratique. Ça sonnait super bien, là. Et là, capote la montre. Et t'imagines-tu? Là-bas, c'est la première édition. C'est pas tellement bien balisé. T'as 500 km ou non, moins que ça, parce que moi, j'en ai 300 000, mais moi, ça m'a donné 500 à parcourir, mais t'as pas de montre. Et là, quand j'ai croisé Martin au premier ravito, lui, il sortait comme moi, j'y arrivais. J'ai dit, au secours, ma montre, elle est morte. Il dit, fais juste courir, Sandra, fais juste courir. Avant, je sais, je vais pas lâcher, mais c'est paniquant. Ça m'a fait paniquer. Que vais-je faire? Tu sais, t'as bien beau courir derrière les gens, mais à un moment donné, tu te disperses, puis je te jure, pas de balisage là-bas et pas de montre, c'était cuit, là. Ben c'est ça, c'est que c'est une course qui est balisée, mais sur 300 000, ils peuvent pas, tu sais, au dernier épisode on avait Simon Castonguay de la Clinique du Coureur qui est venu nous parler du balisage de des 5, 10, 50 km à Lac-Beauport ici. On peut les mettre rapprochés, c'est quand même bien juste des boucles, tu sais, par exemple, 10 km, on peut en mettre beaucoup. Là, on parle d'un 300 miles, donc près de 500 km, l'organisation balise pas au 20 pas, là, je veux dire. Mais non. Fait qu'il y a une portion de navigation qui vient dans cette épreuve-là. Comment ça s'est réglé? Ça s'est réglé qu'à un moment donné, Éric McGee est venu me voir sur un ravito, il est au 130e dernier kilomètre qui me restait, il m'a prêté sa montre. Alléluia. Mais avant ça, j'avais un ami, là, une chance, quand tu passes dans la section Phoenix, là, t'as comme un 80 km imagine-toi, de piste cyclable. Je me souviens même pas comment j'ai fait de passer ça, mais que tu passes par là, t'as pas le choix parce que pour t'amener de cet endroit-là vers l'autre endroit où tu vas dans le bois et tout ça, dans les trails, Arizona Trail, mais t'as pas le choix de passer par là. Mais là, j'avais du GPS. Puis j'ai un super bon ami, Pierre, on le salue. Lui, il m'a aidé. J'ai pu lui parler au téléphone. Puis j'ai dit, tu vois, mon petit bonhomme, je suis à la bonne place. Peux-tu m'aider là avec le GPS? Aide-moi, dis-moi où je dois aller. Fait que là, il m'a dit, OK, va-t'en par là, tourne à gauche. Et t'imagines-tu, là, de même, là, comme ça. En pleine course. En pleine course. Puis il y en a un autre qui me textait des indications. OK, tu vas rester là, tourne là, à droite, à gauche, ta. Là, ça a fonctionné. Puis là, j'ai peut-être mon téléphone pour voir j'ai Gaia puis tout ça, mais des fois, ça bloque parce que le réseau s'éteint. Oui. Là, puis là, t'es là avec le cellulaire. Et là, à un moment donné, j'arrive à une place, on m'avait dit, bon, t'as 4 km à faire, mais tu sais, quand ça fait des tonnes de kilos que tu fais, tu calcules plus. Là, je tourne à la bonne place, mais là, j'ai continué, puis ils ont mis le balisage à l'intérieur du tournant. Fait que comment tu veux le voir si t'as pas de GPS ou de montre qui dit que c'est là? Parce que ma montre me va biper si je m'éloigne du truc. Et là, je me ramasse dans une espèce de champ. C'est un chien monsieur américain en crise. Imagine-toi donc. Il est pas content que tu sois là. Oh, il voulait me tirer avec sa carabine, lui, là. Ouais, non, ça a été... Oh oui, vraiment, il était un vrai de vrai, là, this is de l'âge. Il dit, oui, c'était quelque chose. Puis j'ai écouté, moi, je m'excuse, je me suis juste perdue, je me revirais. Ils disent, ma petite, c'est parce que t'as 4000 à faire encore. Fait que là, je me suis comme éloignée encore. J'ai fini par voir du monde, rentrer dans le bon ravito. Là, j'avais le feu au cul encore. Hey, je comprends. Excuse-moi l'expression. J'ai eu peur un peu aussi, mais je me disais, vas-y, tirez-moi
tirez-moi, allez-y, m'en mourir ici. Moi, je m'en fous, on dirait que c'est ça. Fait que je m'en suis bien sortie de cet épisode-là, mais il est arrivé tellement de trucs durant cette course-là. Puis j'ai retrouvé mon chemin. Puis à un moment donné, là, c'était plus facile. Selon certaines portions, quand tu es dans l'Arizona Trail, ça va comme un peu de soi. Puis tu dis, ça va de soi, je pense que c'est par là. Puis à un moment donné, arrive le mirage, Éric McGee. Mais juste avant cet épisode, j'étais avec un coureur et on s'est perdu. En fait, j'ai suivi un gars qui avait sa montre. On s'est ramassé sur l'autoroute. Ben voyons. Oh, et sur l'autoroute là-bas. Parce que le gars voulait bypasser un endroit. Il disait qu'en s'en allant tout droit, on allait être capable de repogner la trail. Je dis non, ça le fera pas, ça là, c'est pas possible. Mais le gars, il était plus là. Puis là, j'ai réussi à le ramener à moi, à dire non. Puis là, le gars de la course m'a appelé, hey, t'es pas à bonne place, mais j'entendais rien. Il y avait des gros trucks, des 10 roues qui passaient. J'entends rien. Puis ça se passe en anglais. Puis Ben oui. oui, je vais revenir sur mes pas. Le gars, il m'obstinait, mais je peux pas laisser le mettre tout seul sur l'autoroute. Le gars, il m'écoute pas, il s'en va, il va se faire tuer. Et là, j'ai dit au gars, je l'ai pogné par le sac, j'ai dit, tu t'en viens par là, c'est par là, puis on va passer par là. J'avais raison. Mais le gars, il était perdu. Il était plus là mentalement. Et puis là, il faisait des choses niaiseuses. Il voulait pas passer sur le viaduc, alors que c'était juste au côté du viaduc, puis on descend une côte, puis on arrive. Il a voulu descendre à un endroit dangereux, puis là, lui, il s'est empalé dans une clôture de barbelés. Et j'ai dû le délivrer parce que son short était pris, puis là, il s'est coupé un doigt, puis j'ai dû faire du médical là-bas, puis il braillait sa vie, puis il rushait sa vie. Puis là, il pensait que son doigt, il allait le perdre. Bref, il a fallu que je coupe ses shorts avec mon petit ciseau que j'avais dans mon sac parce que c'est pour couper mes bandages, parce que j'étais pas capable, autrement, il aurait été tout nu, parce que ça a fait un méchant trou dans son short. Oui. Puis là, j'ai dit, là, tu me suis. Puis là, on a réussi à trouver le truc. Puis là, quelqu'un de la course nous a ramené à bon port. On n'était pas loin, j'avais raison, mais le gars, je pouvais pas le laisser tout seul. Fait que j'ai perdu un temps fou encore là et du kilométrage d'extra. Puis c'est là qu'Éric était. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Puis bon, là, il arrive. Là, je me mets à pleurer. Ah, Éric, je suis tellement contente de te voir, mon Dieu. Puis là, je me mets à manger comme une débile. Il dit, ma vanne est là parce que moi, j'ai pas d'aide. Mais là, Éric m'a fait dormir un peu dans sa vanne. Il dit, j'ai une montre pour toi, je te la laisse. Et voilà, ça a été comme l'épiphanie à ce moment-là. Puis après, il n'y a plus rien qui peut arriver. T'as un GPS avec toi, oui, il n'y a rien là. J'avais les pieds complètement défoncés durant cette course-là, mais c'était comme même pas grave. Au moins, j'avais ça. Puis le gars, il est allé avec sa gang, son crew et tout ça. Je l'ai plus jamais revu. Je sais même pas ce qui s'est passé. Puis j'en ai plus jamais entendu parler. Mais au moins, je l'ai sauvé, ce mec-là. Oui, parce que des courses qui sont longues comme ça, à un moment donné, le manque de sommeil, le manque de tout, au final, affecte les gens différemment. Toi, comment tu supportes le manque de sommeil dans un contexte comme ça? Ouais, j'ai pas de stratégie là-dessus. Je pense qu'il faut que tu ailles au bout un peu de toi. La première nuit est très difficile pour moi parce que c'est comme si ton corps te disait « Hey, mais là, c'est la nuit, qu'est-ce que tu fais debout, là? » La première nuit, elle est très difficile parce que ton corps, il sait pas quoi faire, il comprend pas qu'est-ce que tu lui demandes. D'un coup que tu as passé ça, peut-être juste de faire un nap de 15 minutes pour resetter ton cerveau puis ton corps va t'aider. Puis après ça, tu repars. Puis là, tu peux dormir, mettons, un cycle de sommeil complet, c'est 1h30 de temps. Il y en a qui vont dormir des 15-20 minutes, des petits naps comme ça. Mais quand tu commences à zigzaguer puis pas avoir de cerveau, là, c'est peut-être le moment où tu dois t'arrêter. Peut-être pas pour 1h30, mais ça dépend. Tu peux pas planifier. Tu sais, si je me sens comme un zombie, puis qu'il me reste 20 km à faire parce que je viens de partir d'un ravito, puis le ravito, c'est 30 km entre les deux, ce shot-là, je vais m'arrêter 15 minutes, puis je te dis, là, c'est comme si j'avais dormi, là. Puis je repars, puis la vie est belle. Moi, si ça fonctionne. Puis si je suis capable de dormir 1h30 complet, je vais le faire. À moi, comme je connaissais le parcours, je savais qu'il y avait 2 espèces de montées de fou, puis qu'il y a de l'altitude là, puis tu peux avoir un problème quand tu montes, puis surtout avec la boue, c'était atroce. Je savais qu'à cet endroit-là, il fallait que je dorme mon 1h30 pour finir ça, puis une chance parce que ça m'a sauvé le derrière pour me rendre après, parce que ça a été atroce, les gens. Si t'avais vu la face des gens en sortant de Shea Mountain, c'était épouvantable. C'était un carnage. Ah ouais. Puis moi, j'étais comme
super cool, tu sais. Ouais, c'est là que l'expérience était, c'est que tu savais où fallait remplir les piles, arrêter 1h30, faire ce cycle de sommeil-là, puis repartir avec une tête plus présente, parce que veux pas, quand on parle, tu disais de l'altitude, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit gérer dans une course comme ça, puis j'ose pas imaginer quand on est rendu à une 2e, 3e, 4e journée, quand il faut gérer quelqu'un qui se tire d'un barbelé, c'est beaucoup de gestion d'imprévus, puis quand on n'a pas toute notre tête, ça peut être laborieux, fait que sur un 150 quelques heures, comme tu as pu faire sur l'Arizona Monster, tu calcules que tu as dormi environ combien de temps? Et je sais pas, mais la dernière nuit, là, j'avais tellement les pieds défoncés que moi, ma stratégie, j'en avais pas. C'était, je courais ce que je pouvais. Quand j'étais plus capable, je me mettais sur le bord du sentier parce que mes pieds, c'était épouvantable, mais moi, je voulais terminer. Puis j'étais heureuse même de souffrir parce que j'aime trop faire ça. Tu sais, j'ai payé pour ça, puis je traite ma vie à faire ça. Fait que j'avançais, je dormais un petit peu, j'avançais, je dormais un petit peu. J'ai pas calculé, mais on peut le savoir en regardant le temps d'arrêt et le temps de course. Je pense que c'est épouvantable mes temps d'arrêt parce que quand j'arrête dans un ravito, je me calcule pas, mais je pense que je perds vraiment du temps. Il faudrait peut-être que j'essaie un peu peut-être de me dire, OK, là, tu fais tes trucs, arrête de parler, ferme ton manche-patate, avance, puis sors de là. Parce que là, les gens m'accrochent. Après ça, là, je fais mes pieds parce que là, j'ai fait, il faut que tu prennes soin de tes pieds, c'est super important. Puis manger, remplir mes trucs, puis dormir un peu aussi, tout dépend. Parce qu'il y a personne qui m'aide, j'ai pas d'aide. Fait que forcément que ça me prend plus de temps que des gens qui ont des équipes. Mais je vais essayer un peu de diminuer, mais je te dis, je perds tellement de temps, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, t'es venu à bout de ces courses-là. T'es 5 en 5 sur tes 2 courses de 200 000. Tu te dis, il faudrait peut-être que je change ça, mais chacun a sa méthode. Si ça te permet de te rendre au bout, peut-être que ce que tu vas chercher là, tu veux pas, c'est des longues périodes de solitude, seul dans le sentier à souffrir. Peut-être, je fais une psychanalyse à 2 scènes, mais peut-être que ce que tu vas chercher socialement dans ces ravitaux-là remplit quelque chose qui fait que ça te donne la force de continuer. En quelque sorte. Oui, t'as raison. Pas un arrêt qui est long. Je pense que dans des courses, des fois, on peut se dire on va optimiser. Mais moi, je le sais, moi j'appelle ça faire des resets. Là. Quand j'ai besoin dans un ravito de pas juste passer, ramasser une banane puis partir, mais que j'ai besoin de... Des fois, moi, je me mets sur le dos 10 minutes, les jambes dans les airs, puis on dirait que ça me fait un reset. J'appelle ça faire un reset. Ben, quand j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Puis c'est un 10 minutes qui est long sur ce kilomètre-là, qui va m'avoir pris beaucoup trop de temps, mais quand je vais repartir puis que je vais avoir de l'énergie pour continuer, je me dis, ben, c'est un 10, 15, 20 minutes qui a peut-être valu la peine. Comme un changement de chaussure ou un changement de bas, des fois, c'est salvateur. Hein. Absolument, mais sauf que moi, c'est pas comme 10 minutes, ça peut être 2-3 heures, ça n'a pas de sens. Imagine-tu, si je coupe ça, je vais finir vite, parce que je suis pas si pire que ça. Je marche vite en titi. Puis je peux courir, ça dépend. Je gère super bien mon énergie, mais c'est vraiment le temps passé à essayer de dormir. Puis dans les ravitaux, c'est fou raide. Mais en même temps, comme je me dis, c'est super cher ces courses-là. Moi, je profite du buffet, je profite de l'aventure au total. Mais oui, je cours, là, mais c'est parce que c'est là que je perds mon temps. Ouais, ben c'est clair. Je le fais pas juste en marchant, là, l'ultra. Ben non, il faut que tu cours. Là, ça imagine tout le temps que je perds si je faisais juste marcher. Je ferais pas écotoff, là. Ouais. Mais je vais essayer de penser à ça un petit peu durant les prochaines courses, là. Tu disais que tu avais les pieds défoncés. Qu'est-ce qui a expliqué ça précisément, cette course-là? C'est le type de terrain? Comment tu t'es rendu à ce point-là? Oui, le type de terrain. Vraiment, parle-nous-en. Ça se passe sur l'Arizona Trail, qui est un sentier qui traverse l'État du nord au sud. C'est sec, c'est du sable. OK, c'est ça. Fait que le sable rentre, puis là, ça détruit les pieds, les ampoules et tout. Oui. J'ai des guêtres malgré tout, mais c'est parce que, tu sais, tu passes, c'est 500 kilos. Fait qu'une course de 160, j'ai rien, moi. Mais 500, là, à la longue, ça use. Puis j'avais des ampoules par-dessus ampoules sur les pieds, même si je porte des Njinji, je me tape. Là, je vais me prendre de la poudre, je mets du glide ou des trucs comme ça. Je fais super attention, mais forcément que malgré toutes mes précautions puis mes changements de tape, ben ça fait ça quand même. Puis là, il fait super chaud là-bas. Puis il y a aussi que tes pieds sont pas préparés. J'arrive de l'hiver, fait que j'ai pas mes beaux petits pieds. En fait, j'ai des beaux petits pieds tout frais, là, tout roses, qui sont pas comme il n'y a pas de cornes, parce que c'est pas pareil courir avec tes souliers cramponnés l'hiver dans le froid puis dans la neige que quand t'as fait tout ton été puis t'as sué puis qu'il y a de la corne puis tes pieds ont roché tout l'été, c'est pas ça. Fait que quand t'arrives en octobre, c'est génial, mais quand tu commences en avril avec ça, je pense que c'est une explication, là. Je me suis dit que c'était peut-être ça, là. Ouais, rendu à l'automne, ça fait 4-5 mois que tu finis toutes tes runs de trail, puis tu te dis j'ai des souliers, j'ai des bas, puis mes pieds sont quand même remplis de boîtes. C'est que
Tu sais, comme tu dis, le pied, il se forme une corne, puis il est prêt aux éléments, tandis que là, en avril, c'est plus dur. Moi, je me rappelle, j'avais fait un 100 miles avec Eric McGee en Arizona il y a quelques années, puis oui, le sable vient jouer parce que ça rentre et tout, mais tu sais, c'est pas un désert, on s'imagine, hein? On dit le désert, c'est un beau petit sable beige à la grandeur, mais il y a aussi de la roche, tu sais, moi, je me rappelle que ce qui me rentrait le plus dans les jambes dans ce secteur-là, c'est qu'on traverse plein d'anciennes rivières d'une autre époque peut-être, mais que c'est juste le sentier, puis là, t'as une petite baisse de moins 5 mètres de dénivelé, plus 5 mètres de dénivelé dans de la roche, dans de la caillasse, puis je veux dire, à force de courir là-dedans, puis de les descendre, puis de les monter, puis t'as de la roche, ça te rentre dans le corps, puis physiquement, c'est difficile. Puis le fait que c'est quand même assez roulant, t'es en course souvent, versus des fois des courses ultra techniques où justement tu marches, fait que c'est plus difficile sur certains impacts, mais ça a d'autres impacts positifs. Là, dans ce cas-ci, t'es en motion de courir sur le corps, ça doit être destructeur. Quand t'es rendu au bout de 400 km, puis que tu vois un beau faux plat descendant, que tu es obligé de courir, là, dans le sens que tu en as besoin, ça doit être dur mentalement de se dire, OK, je pars, je souffre de chacun des millimètres de mon corps, mais faut que je cours. Oui, ce qui est plate, c'est parce que j'avais l'énergie pour aller vite ou aller plus vite, puis là, mes pieds m'empêchaient, c'était épouvantable. C'est sûr que là, il y avait du réseau, j'ai pu mettre de la musique pour un peu me changer les idées, parce que faut que tu te fasses une comment je peux dire ça? Faut que tu te renforcisses, là, parce que t'as mal. Ça peut pas changer. Je te dis, c'est épouvantable. Il y a une photo de moi, j'ai le pied tout croche parce que je sais plus comment me mettre sur mon pied parce que j'ai très, très mal. Mais bon, c'est ça. À un moment donné, quand t'arrives le finish, tu descends on descendait une grosse pente, puis là, enfin, c'est un peu de route. Puis moi, c'est le soir que j'ai terminé cette course-là. Et là, pas mal, on dirait que mon cerveau ne savait plus. Et j'ai couru quand même super gros, puis il y a plus de roches, comme tu dis. Donc, c'était comme juste d'asphalte, ça fait moins mal, parce que quand t'as 40 ampoules sur ton pied, c'est impossible, mais t'en as quand même 40, puis qu'il y a du relief tout le temps, je pensais pas super autant. C'est fou. Fait que je me suis dit, après ça, il y aura rien là. Quelques ampoules que je vais avoir, c'est certain que je vais trouver ça pas mal plus facile que ce que j'ai vécu la première course. Effectivement. Fait que tu as commencé cette année-là avec la course la plus longue en durée et en kilomètres et qui t'a challengé le plus physiquement dans le sens où tu t'es détruit les pieds en partant. Tu as terminé dans quel état d'esprit? Tu avais déjà hâte à la prochaine ou tu savais que tu avais besoin du repos qui allait mener jusqu'au mois de juin? Ça, je savais que j'avais besoin de ce repos-là, mais moi, je suis restée là-bas en touriste. À toutes ces courses-là, je suis restée comme presque un mois au total. J'en ai profité parce que je savais qu'après, je pourrais pas faire ce genre de choses-là. Quand je vais y retourner, je vais faire la course, rester un petit peu et tout, mais j'étais super excitée. Mon état mental, là, Tu dis que t'as fait du tourisme, c'était quoi? C'était dans quelle section de l'Arizona, l'Arizona Monster 300? C'est à Tucson. Tucson qui est dans le milieu, puis tu t'en vas à Patagonia, puis écoute, il y a Patagonia où t'arrives, puis je me souviens même plus le départ. C'est vraiment con, hein? Fait que t'as fait du tourisme dans ce coin-là, t'as aimé? Oh oui, tous les parcs nationaux autour. Puis moi, je suis partie de Vegas. Fait que calcul de Vegas jusqu'à Phoenix, puis tu vois les parcs nationaux. J'avais loué une voiture décapotable pour être dans les montagnes, je capote. Fait que c'était génial. On a fait Joshua Tree, puis Saguaro, là-bas. Il y a ça aussi, pas loin de où on était, pour aller s'entraîner là-bas, pour défoncer mes quads. Juste à temps, parce que les quads sont pas prêts. Puis là, moi, pour les défoncer, il faut que je descende une pente à pic avant. Puis là, tu laisses quelques jours à récupérer. Puis c'est ce que j'ai fait là-bas. Fait tu sais, je guérissais d'une influe. J'avais les quads pétés. Le vendredi matin de la course, il était juste correct, les quads. Puis là, tu te dis, let's go. Fait que oui, j'ai tout vu ce coin-là. C'était puis la vallée de la mort aussi. Fait j'aurais dû écrire une liste et tout relater ce que j'ai vécu durant tous ces voyages, durant tous ces voyages-là, mais il y en a beaucoup. Tous les parcs, là, je suis passée par là. Ton coup de cœur numéro 1 de touriste, hormis les courses, en ce moment, dans cette année-là, ce que tu as pu voir, c'est quoi le seul endroit qui te vient en tête quand je te dis Yosemite. Ah ouais? Ouais, vraiment trippant. Ouais, Yosemite. Puis les petits coins, les petits bleds perdus, moi je trippe sur ça, des bleds perdus, là. Il y en a un d'ailleurs proche de Bryce Canyon. On arrive là, c'est un hôtel style Overlook, là. Je sais pas si tu connais Stephen King un peu.
Ah oui. Bref, une affaire, c'était style western, out of nowhere. Puis t'as la route, puis t'as le parc pas loin. On arrive là, il fait beau le lendemain, on ouvre le rideau, tempête de neige. Moi, j'ai pas de pneus d'hiver, j'étais en Mini Cooper décapotable. Je vais aller dans le Bryce Canyon. Ils ont fermé le parc, mais il était fermé. On payait pas, on rentrait. Puis je suis allée, mais pas très loin, mais c'était comme n'importe quoi. Ça, c'était après la course. Puis là-bas, on manque d'électricité, puis il y avait la tempête. Puis c'est comme... C'était weirdo, là. Drôle. Oh, oui, vraiment weirdo. Puis il y a des petites municipalités proches de la route 66, t'as des zones dans la ville. C'est à Beatty, la petite ville de Beatty, puis il y en a une autre aussi là, qui me vient pas en tête, mais c'est malade. Moi, je triple là-dessus. C'est l'Amérique profonde, quand on dirait cette Amérique-là. On est loin de la côte Est où à chaque 40 minutes de route, t'as une métropole de béton, tu sais, puis c'est correct, là, c'est la côte Est, vraiment à l'est des Appalaches. Là, à l'ouest, c'est complètement l'opposé. Tu sais, moi, tu parles depuis tantôt, j'ai plein de souvenirs. J'ai fait un voyage en Arizona tout seul il y a une couple d'années pour faire une course, mais après ça, juste se promener. Puis, tu sais, c'est ce que tu t'imagines du Far West, tu le vis, puis tu te rends compte à quel point en tout cas, ce secteur-là, la côte ouest, le sud, l'Arizona, c'est vraiment développé pour les road trips. Tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un beau point de vue, ils ont tassé la route pour faire un beau petit stationnement de 2-3 chars en gravelle que tu puisses regarder le point de vue parce que tu montes des vallées, tu descends. Je veux dire, moi, tu sais, tu pars de Sedona, c'est de la roche rouge, là, tu montes, t'arrives à Flagstaff dans la neige, il y a de la neige éternelle en haut de la montagne, puis la route entre les deux, c'est magnifique. Tu sais, t'es en haut de la montagne dans la neige, puis tu vois Sedona au loin qui est des roches rouges désertiques, puis il fait chaud. La diversité de tout ça, c'est magnifique. Et aussi, juste une petite parenthèse, il y avait une route complètement folle. Ça, c'est quand je crois que je suis allée en Arizona. Hey, c'était suicidaire. Des cliffs, là, tu tournes de comme comme ce contresens. Va-t'en pas là, novice. Moi, ça fait des années que je conduis, là, puis va pas là, novice, ça le fera pas, là. C'est capoté. Ah, j'ai trippé de conduire là. Méchant bon trip d'avoir conduit... d'avoir loué la voiture que j'avais, c'était dynamique, puis on en a eu plein la gueule, c'était incroyable, vraiment. Ah, c'est malade. La prochaine à l'horaire, c'était Tahoe 200, tu l'avais jamais fait à ce moment-là. Non. Le lac Tahoe, c'est quand même très iconique, cet endroit-là, puis la course fait le tour quasiment au complet. Pas encore. Pas encore, c'est ça, hein? Mais je pense que c'était dans leur plan, mais comme n'importe où, il y a des enjeux de territoire. Comment s'est passée cette course-là? Ah, ça s'est très, très bien passé. Là-bas, j'adore. C'est tellement génial. Écoute, la ville est à 2000 mètres d'altitude. Là. C'est haut. Puis tu le ressens quand tu fais la course. Ça a été ça l'enjeu principal, en fond, parce que le parcours est malade. Par contre, comme égal à moi-même, je me suis perdue parce que les back and forth, à un moment donné, la monte, tu perds un peu la tête. Tu sais, il fait chaud, le soleil te tape dessus, puis là, tu te rends compte que là, tu viens de faire la boucle 2 fois, puis là, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, j'ai appelé mon bon ami Pierre, puis peux-tu regarder mon petit bonhomme se déplacer? Il dit, là, t'es dans le champ. Là, tu reviens, il faut que tu te remettes. Mais là-bas, l'enjeu majeur, ça a été l'altitude. Ouais. Sinon, c'est génial. Je vais y retourner quand ça va faire le tour complet. Okay. Moi, des back and forth, j'aime... C'est moins mon trip, là. Parce que, tu sais, tu vois un ravito, tu repasses, puis là... Si moindrement, t'es comme pas là, tu peux te la jouer souvent. Ouais. Mais est-ce que dans les derniers 10 ans, est-ce qu'ils l'ont déjà fait le tour? Parce que je sais que le parcours a changé, c'est ça. Puis c'est depuis quelques années que là, le parcours est ajusté. Puis ils ont des feux. C'est ça, c'est les quand feux, le territoire. Dans la région, tu vois là, tous les incendies, l'incendie majeur qui est passé là il y a 6-7 ans, ça fait une couple d'années, là. Puis c'est désolant. Ils ont eu la chienne parce que ça a presque été jusqu'à la ville en tant que telle. Très, très près. Donc, c'est pour ça. Je crois qu'en 2026, là, ils attendent encore, mais je pense que ça va bon pour que le tour se fasse au complet. Moi, je vais la refaire, c'est certain. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je veux faire la boucle totale. C'est tellement beau, là. Si t'es pas allé dans cette région-là, wow! Ouais, vraiment, le lac Tahoe, c'est magnifique. T'as un coin du lac qui turquoise. J'ai fait plusieurs fois le tour. La région en tant que telle, c'est écœurant. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis t'as passé encore là un mois dans cette région-là, fait que t'as découvert à fond les endroits. La course elle-même, en termes de difficulté par rapport aux autres, bon, elle est plus courte qu'Arizona Monster, mais tu sais, dans le Triple Crown, comment t'as situerais par rapport aux deux autres en niveau de difficulté? Je te dirais que c'est la plus facile. OK. Si tu mets l'altitude, ça va être la plus facile en termes de sentiers.
puis entre les ravitaux. Il OK. y en a aucune qui est facile, là. Je dis pas que c'est facile. C'est pas facile, bordel. Écoute, tu peux avoir 40 kilomètres de course de kilomètres à faire entre les ravitaux, puis tu sais, c'est beaucoup. Tu regarderas le D+ de ces courses-là, c'est quand même pas du zéro, là. Non, Mais c'est ouais, je te dirais que ça va être la plus facile. Là-dedans, il y a de la neige, tout dépend Ouais. de chaque année. Cette année-ci, il y en avait eu beaucoup. OK. Durant l'hiver, donc, on a été confronté à beaucoup, beaucoup de bancs de neige, puis un petit moment en particulier, c'est pour ça qu'en même temps, en la refaisant pas back and forth, ben, il y a un spot où c'est très, très à pic. Et puis là, tu passes, puis là, c'est de la neige molle, mais si tu repasses là très, très tôt le matin, c'est de la glace. Puis tu as une espèce de truc à sauter par-dessus. Puis si tu rates ta shot, là, ben, tu te blesses solide, là. Puis si tu mets ton pied sur le truc de glace, là, ben, ton pied peut partir. Hey, j'ai passé 5 minutes à analyser comment j'allais faire pour passer ce bout-là. J'étais toute seule à ce moment-là. Je me suis dit, OK, j'ai pas le choix. Je me prends un élan de mongol. J'ai vu où j'allais mettre le pied sur la glace. Mes bâtons, je peux pas les piquer parce que, je te dis, c'est gros, là. Tu tombes dans le trou, puis c'est de la roche, puis c'est de l'eau qui coule, là. Puis tu dévales la montagne après. Mais ça a marché, une chance. Et le cœur, là, l'adrénaline, après ça, je suis partie comme une balle. Ouais, ce bout-là, je vais m'en rappeler. C'est des courses que je suppose c'est beaucoup de résolution de problèmes, d'analyse, de te questionner, de calculer, comme tu viens de le décrire. C'est toutes des activités extra parce qu'on est là pour courir, avancer d'un point A à un point B, mais il y a beaucoup, beaucoup d'embûches sur le parcours, puis ça doit être beaucoup de gestion. Le cerveau arrête jamais, là. Il arrête jamais. Il arrête jamais. Mais ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut pas te laisser embarquer non plus à tout calculer. T'avances, mais ce bout-là, j'avais comme pas le choix parce que c'était extrême. Parce que si j'avais que calculé tout ça, Bigfoot, j'aurais reviré de bord. Ouais. Là, il y a du cliff en titi, il y a rien pour te tenir à Bigfoot. Ça c'est la plus dure, c'est Bigfoot. Ouais. Pour ça, ouais. Parmi les 4? Parmi les 4, moi, je te dirais que Bigfoot, puis deuxième, ça serait Moab. Okay. Probablement, ouais. Fait que tu termines avec les 2 plus durs. Ouais. Pour moi. C'est ça. Pas les autres. Mais Moab... Toi, c'est comme ça que tu l'as senti? Oui, mais Moab, parmi les gens qui l'ont faite, la trouvent difficile. Moi, je la trouve super fun. C'est pas la plus difficile pour moi, mais je te dirais que c'est dans les plus difficiles. Parlons de Bigfoot. J'ai eu la chance d'accueillir Robin Mayotte il y a quelques semaines au podcast qui en a parlé. Lui, c'était son premier 200 miles. Puis il a vécu toute une course là-bas aussi. Parle-nous de toi, ton expérience sur ce baptême-là de la Bigfoot. C'est magnifique, hein? Un ancien volcan. Et c'est comme des roches... Tu commences avec des roches volcaniques, beaucoup de dénivelé là aussi. Tu peux avoir pas tant de problèmes d'altitude, mais t'as ça. Après ça, t'as des endroits super techniques, puis surtout les falaises, puis les petits chemins là, escarpés là, sur le bord de la falaise que tu peux pas te tenir. Et que si t'as le vertige comme moi, imagine, j'ai le vertige, je fais des niaiseries comme ça, j'ai moins peur maintenant. C'est pour ça que j'avais dit que le tort, je le ferais pas, parce que j'allais me tuer là. Et si tu montes dans des échelles, puis que chaque côté, c'est rien... Ben, c'est ça. Il a fallu que je combatte ma peur, puis j'ai combattu cette peur-là, puis pas mal fière d'être passée au travers, puis j'ai adoré cette course-là. Oui, elle est pas très facile à ce niveau-là. Toi, quand tu identifies quelque chose qui te fait peur, est-ce que c'est instinctif de dire faut que je déprogramme ça, faut que je le fasse, faut que je me lance? Oui, c'est surtout ça m'attire, on dirait. Ouais. Oui, quand quelque chose me fait peur, je veux aller faire cette chose, parce que sinon, je veux pas rester dans mes pantoufles confortables. Il faut que je combatte ça, puis c'est excitant pour moi. Quelque chose qui était peur. Puis t'en as vécu en masse cette année, puis là, je comprends qu'avec ton choix de course l'an prochain, tu vas aller combattre autre chose. Y a-tu quelque chose dans toute cette année-là, dans les expériences que tu as vécues dans ces différentes courses-là, que tu savais pas qui te faisait peur, ou tu savais pas que tu allais être craintif par rapport à ça, puis là, d'être confronté à ça, tu l'as découvert on the spot pendant la course? Non, vraiment pas, parce que je savais, tu sais, l'altitude, non pas l'altitude, je parle de le vertige. Les cliffs, le vertige, merci. Bon, ça, je l'ai, fait que je savais, mais à part ça, non. L'altitude, par contre, je savais pas que j'allais être frappée par ça. J'étais arrivée quand même pas 2 semaines d'avance à Tahoe, mais je suis pas arrivée la veille. Je m'étais dit, ça va le faire, puis je m'entraînais là-bas, puis j'étais correct. Mais quand tu pars à 2000, puis tu montes 2000
ou 1500 plus haut, t'es pas à 2000, là, t'es à 3000, 3005 et blablabla, là. Fait que là, je sais ce que c'est, mais comment te préparer pour ça, à part de vivre là-bas? J'ai des petits trucs que je vais appliquer, que je vais essayer parce que je vais avoir une course au mois d'octobre prochain. Il va y avoir de l'altitude. Ça va ressembler. Okay. Un petit peu moins, je crois. J'ai regardé un peu pour me préparer, mais il n'y a pas vraiment de préparation. Ça me fait un peu peur, le truc de l'altitude. Je te dirais que c'est plus ça, là. Dans toutes mes 4 grosses courses de l'année, là. L'altitude. Les pieds, c'est les pieds, le corps, la tête, tu parles la tête, tout ça. Puis les clips, passe par là. Il faut que tu passes. Il n'y a personne de bord encore, là. Mais s'il n'y a personne de mort, je vais être capable de passer. Mais, ça pourrait être moi, la première morte aussi, là. Je sais pas. Dis pas ça. Mais sais-tu quoi? Ça me dérangerait pas si j'ai à mourir. Je vais mourir dans un endroit que j'aime et ça va être super le fun. C'est juste que là, je me dis, mes pauvres proches vont être pognés pour rapatrier mon corps après, mais ça, prendons mon argent que j'ai dans le compte pour payer ces affaires-là. Tout est réfléchi, j'adore. C'est des secteurs aussi où, tu sais, on parlait tantôt de la faune puis la crainte de courir dans la forêt ici. Bon, on s'entend ici au Québec, on est quand même chanceux côté faune. Ce qui est là pour t'attaquer puis te faire mal, il y a très, très peu. T'sais, les ours, on en a peur, mais au Québec, c'est des petits ours bruns qui sont pas stressants. Mais là, quand t'arrives là-bas, on entend beaucoup parler. Moi, je me rappelle en Arizona, il nous parle d'un problème de Mountain Lion 5 minutes avant le départ de la course. On a pas mal vu ce temps-ci. Mountain Lion, c'est une autre game. Je pense que c'est un peu comme le grizzly dans l'Ouest. S'il a faim, t'es plus intéressant qu'un ours brun qui se nourrit de bleuets. Est-ce que tu as été confronté à de la faune? C'est quelque chose qui t'a occupé la tête pendant tes courses? Jamais. Non? Ah non, moi, j'espère en voir, j'en vois pas. J'ai vu écoute, aide-moi avec ça ressemble à un sanglier. OK. En Arizona, j'ai vu ça a vu à Sedona. Comment ils appellent ça? Je sais de quoi tu parles, mais c'est une espèce de genre de cochon sauvage. C'est très laid. Ça peut être méchant. Ouais. J'ai vu ça à Sedona. Un hog? Ça? Non, c'est pas ça. Il faudrait le googler. Je vais le googler. Merci. Oui, cette espèce de sanglier américain-là, lui, écoute, il a eu peur de moi une chance, mais je l'ai croisé durant une marche nocturne. Mais je l'ai pas croisé sur la race. Sur la race, j'ai rien croisé. J'ai croisé, un gros serpent, là. Là, tu veux pas piler là-dessus. Puis en repos de parcours, la même chose. Il y avait un gros boa caché dans un trou. Ça, je l'ai vu, mais il m'a pas attaqué. Fait que ça, parce que ça peut être... à part de ça, non, j'ai pas vu d'ours non plus à Bigfoot. J'ai rien vu à Bigfoot. Tao, j'ai rien vu parce qu'il y a des animaux sauvages là aussi. Mais non. Le sanglier, c'est que si lui, tu le croises avec ses petits, ils peuvent... Ouais, c'est ça. Ou ils peuvent t'attaquer. Attends, je vais te le partager. Je peux-tu faire ça? Dès que tu me sors le mot, c'est certain que je vais... J'ai le mot français, un pécari. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, du tout. Oh, zut. Attends, on va le voir. Parce que je cherche. Comment il appelle ça? Un peccary. C'est une espèce de... Eric McGee l'a vu, lui. Il appelle ça un javelina, comme la chanson. Merci. C'est ça, un javelina. Mais peccary, c'est son nom, son petit nom francophone. Mais le javelina, comme la fameuse course, la Javelina 100 en Arizona. Exact. Bon, on l'a démystifié. Le peccary, c'est le javelina. Fait que oui, c'est pas beau, hein? Je regarde ça, puis... Non, c'est pas beau. Mais c'est ça attaque. Oui, ça attaque. Bon, fait les pécaries, c'est ça que tu as pu voir sur tes courses. Fait que là, on parlait cactus, Yannick. Ouais, ça, il y en a beaucoup, hein? Il y a des cactus qui sont vraiment là comme une dent, là. Lui, tu veux pas l'avoir sur toi parce qu'il sort plus puis ça peut être vénéneux. Fait que ça aussi, quand tu perds la tête puis que tu veux dormir, assure-toi de pas te coucher sur un cactus parce qu'il y en a en Moses là-bas. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu parles par expérience ou non, c'est pas arrivé? Non, j'ai été super bonne avec ça parce que je le savais qu'il y avait ça. Écoute, toutes les places où j'ai dormi, là, t'as pas idée. Mais ça a été mon animal épeurant, ça a été le cactus. OK. Oui. OK, intéressant. Bigfoot, pas beaucoup de cactus là, je pense. Non, il n'y a pas aucun cactus là. Non, pas du tout. Et il n'y a pas de réseau non plus cellulaire. Donc, si t'as peur de la solitude et que t'as besoin d'entendre de la musique une fois de temps en temps, là, tu n'as rien. Il y a zéro pin bar. À part les 10 derniers kilomètres sur la route, là, tu peux avoir un peu de réseau, that's it. Sur des courses de cette longueur-là, puis dans un enchaînement de courses de cette longueur-là, ça doit être
facile mentalement de voir la bouchée à venir plutôt que ce qui est accompli, tu sais, quand Même on part pas. sur une longue distance. T'as pas vécu ça? C'était ça ma question. Y a-tu un moment où tu voyais comme la bouchée complète, tu disais, Non. dans quoi je me suis embarqué cette année? Jamais. Jamais. T'avais Jamais, juste hâte à la jamais, prochaine jamais. étape? Toujours. Moi, je vois un pas à la fois, un ravito par ravito. Je vais jamais décortiquer, me dire... Parce que là, je lis Goggins en ce moment. Tu dois connaître David Goggins. Ben oui. Et là, je lis ça, puis je fais comme 386 km. Je peux pas croire que je participe à ce genre de choses-là, de courses-là. Mais non, je vois pas ça de même. Mais quand je le lis, je fais... Ça n'a aucun sens. Quand tu sors de ta tête puis tu le Ouais, vois, quand ça a tu l'air sors de fou, ta mais quand t'es tête. dedans, quand t'es à l'intérieur, tu penses... je pense que c'est ça la clé là, en ultra. Tout le monde qui écoute, peu importe c'est quoi les distances que vous souhaitez faire, pas obligé de vous rendre à 500. Je pense que dans tous les cas, si tu vois toujours la distance à faire plutôt que le prochain pas à faire, c'est ça qui devient un peu démoralisant. Puis moi, ce que j'aime, je pense que tu l'as déjà fait à Ricana à quelques reprises. Oui. À Ricana, ils te mettent un petit poteau. Moi, j'aime ça courir pas de montre, rien, là, je sais pas le kilométrage, on est où. Puis le petit poteau avec le chiffre, puis là, tu pars du départ, puis là, à un moment donné, tu vois le chiffre 122, 121, 120. Ça, j'ai trouvé tough mentalement, versus des courses où t'as pas ça, ben, des fois, tu trouves que le temps passe lentement, puis des fois, tu trouves que le temps passe vite, puis tu go with the flow selon l'état d'esprit dans lequel t'es. Quand t'as une petite pancarte au kilomètre, même si t'es dans un mood où, hey, le temps passe donc bien vite, il passe pas si vite quand t'as une pancarte qui te le rappelle. C'est le fun juste penser en termes de le prochain pas ou le prochain arbre. Faut que je me rende dans l'arbre là-bas, là, puis on pensera plus loin après. Exactement. Oui, moi aussi, ça va me jouer dans la tête de voir les pancartes. Faut pas que je les vois. Effectivement, je préfère pas avoir de pancarte. La montre est là juste pour le GPS. Ouais. Mais elle te le dit aussi, il te reste combien de temps pour le prochain ravito. Ça peut être bon pour des longues courses parce que tu sais gager ton alimentation que tu as sur toi, that's it, mais pas, ça me joue pas dans la tête du tout. Les pancartes vont plus me jouer dans la tête. Le pire, c'est quand tu disais, ça fait longtemps que je n'ai vu une, j'ai dû pas voir, mettons que t'es rendu à 90, hey, j'ai pas dû voir le 89. Ça va tellement vite, j'avais les yeux par terre, je l'ai pas vu, puis là, t'es comme, hey, ça avance, j'ai hâte de voir 88, puis là, 10 minutes plus tard, tu vois 89, tu fais, oh shit. Ouais, je l'avais pas passé, c'était juste trop long, c'est le kilomètre le plus long de ma vie. Oui, c'est exactement ça. Tu parlais de nutrition. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Parce que clairement, enchaîner ces courses-là, tu as dû trouver tranquillement la recette qui fonctionne pour toi. OK, comme je suis pas un Dave Landry qui court comme une gazelle, ben pour moi, l'alimentation, c'est super facile. J'ai pas de nausées. Je mange tout dans le buffet, là, c'est fou raide, là. Moi, ce qui va être bon, là, mettons, là, tu te fais un mashed potato, tu te fais mettre des patates dans du bouillon, là, ça te fait une espèce de mixture super consistante. Là, ça, c'était écœurant. C'est Dave qui m'a appris ça. Wow, ça, c'est très, très bon. Du gruau. De prendre du gruau, c'est excellent. Avec de l'eau chaude la nuit, je faisais ça. Je dormais, je me faisais mon gruau avec de l'eau chaude, puis là, je repartais. C'est très, très, très bon parce que c'est de l'énergie, de l'énergie qui est, qui va être bonne longtemps et non pas des sucres rapides. C'est des sucres plus lents. Puis à part de ça, ben si moi j'ai pas de difficulté à manger un burger si ça me tente. Les déjeuners qu'ils offrent là-bas, les pancakes avec des œufs, avec plein de fruits. Je mange beaucoup de raisins. Je me fais faire aussi des wraps à la dinde. J'ai découvert que ça c'était super bon avec de la moutarde. Fait que ça te donne un petit bois. Puis je mets des cornichons là-dedans. Avec le jus de cornichon qui peut être bon pour l'estomac. Puis c'est moins sec ton wrap. Je me fais un bon wrap que je garde sur moi. Puis là je l'étire durant tout le long jusqu'au prochain ravito. J'ai quelques jujubes que j'utilise presque pas. Je peux avoir des dates. Ça m'a sauvé une fois en Arizona. J'avais perdu mon wrap. Donc, il me restait qu'une date pour un 5-6 kilos. Mais quand t'as plus de jus, après 5-6 kilos, tu te restes seulement. Tu te dis, il y a rien là, 5 kilos. Mais après tant de kilomètres, t'as besoin de jus. La date m'a sauvé. Aussi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours de l'eau sur moi. J'ai jamais manqué d'eau. J'ai une gourde de jus. Puis j'ai une gourde où j'avais du NAC. Ça fonctionne super bien pour moi, du NAC. Des gourdes sur moi de NAC, je vais en avoir. Puis une gourde d'eau. Fait que pour moi, c'est ça. Fait que c'était soit du NAC au melon d'eau ou au citron, ou bien je me prends du jus de pomme ou de la limonade, tout dépend. Je vais me faire mettre de la glace un peu là-dedans, mais ça fond, là, mais c'est super bon parce que ça m'a sauvé un 26 km de nuit, là, à Moab, cette année, d'avoir mon jus. Sans ça, j'ai de la misère à m'alimenter parce que j'étais trop gelée pour prendre les trucs, mais c'est toute cette nourriture-là qui fonctionne super bien pour moi, c'est beaucoup manger, puis des petites quantités
À chaque fois. Ben oui, ton wrap, là, il est quand même gros, mais je le clenche pas d'un coup. Ça passera pas. Comment tu veux courir en mangeant mon hamburger? C'est la même chose. Je vais manger une bouchée, 2 bouchées. Je continue. Hop, OK, là, j'ai besoin d'un peu de sucre. Je vais manger un petit quelque chose. Ah, une gorgée de jus, une gorgée d'eau. Pas 10 gorgées d'un coup sec. Je cours, je bois un petit peu. Mais 1, 2 gorgées, je continue. C'est toujours comme ça, petit peu par petit peu, puis tu t'alimentes tout le temps, puis ça passe bien. Un petit peu tout le temps. Oui. L'erreur, c'est que si tu manges trop, puis si tu manges pas assez, tu deviens à un niveau où tu as vraiment très, très faim, puis là, on dirait que ton estomac, il se noue, puis ça fonctionne pas. Ouais. Les gels, moi, je prends pas de gel, ça me tomberait sur le cœur, mais je comprends ceux qui vont très, très vite ont besoin de prendre ça. Peut-être que, encore une fois, quand tu vas super vite, de manger beaucoup de solides, ça va être difficile à digérer. Ça, je comprends cet aspect-là. Ça dépend du type d'effort aussi. On s'entend un kilomètre vertical comparé à un 200 miles. Ça va être différent comme approche, mais je peux pas m'imaginer se dire on passe sur un 200 miles qui va prendre 4 jours, puis on va essayer de le faire sur des gels. Non, je veux dire, des gels, c'est des petites quantités qui fait que sur une plus courte distance, mais là, on oublie ça. Là, ça te prend du solide. Là, j'ai l'impression. Y a-t-il quelqu'un qui réussit à se rendre au bout d'un 200 000 sur des calories liquides puis sur des gels? Ça va prendre plus que ça. J'ai pas entendu ça. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne pour moi, c'est du fromage en crotte. Ah ouais? Le écoute, oui, c'est gras, mais en même temps, ça vient comme enlever l'acidité de tout le sucre que tu vas bouffer, ça vient nettoyer tes dents, parce que n'oublie pas que pendant tous ces jours-là, il faut que tu traînes aussi une brosse à dents qui n'est pas dentaire, parce que ça le fera pas. Tu vas avoir comme une là, sur ta langue et tes lèvres, ça va devenir comme pétillant, t'as mal dans ta bouche, parce que c'est tout sucré pendant tous ces jours-là. Il y a peut-être des gens qui t'ont déjà parlé de ce phénomène-là, mais si tu manges du fromage ou du fromage en crotte, moi, je me traîne un beau sac, ben ça va super bien. Ah, j'avoue. On arrive à la dernière course de cette année-là, celle que tu avais déjà faite, Moab. Est-ce qu'il y avait un côté sécurisant de revenir à quelque part que tu connaissais, une course que tu avais déjà faite? Tu disais tantôt, tu as géré ton sommeil efficacement parce que tu savais ce qui t'attendait. Contrairement aux 3 autres, celle-là, tu t'embarquais dans quelque chose que tu connaissais? Oui, tu sais, étrangement, au départ, j'étais vraiment off, là. Je me suis levée, puis j'ai juste fait ce que j'avais à faire, mais je comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Après le post-mortem, je l'ai su un peu plus, c'était quoi mon mindset de ce moment-là. Je l'ai chassé, mais de savoir qu'est-ce qui s'en venait. Pour d'autres, ils vont dire « Ah non, je sais ce qui s'en vient, ça me tombe pas. » Mais moi, je suis trop à aller faire cette course-là. Ça me sécurisait parce que je savais où étaient disposés les ravitaux, puis le parcours, puis où gérer mon effort, ou mon sommeil, en quelque sorte, avant certaines montées de fou. Il y en a 2 en particulier. Fait que ça, c'était bien pour ça. Mais cette année, je voulais battre mon temps de l'année passée. J'ai complètement défoncé ça à cause de la météo. C'était épouvantable. Puis, j'ai vécu une nuit complètement folle. Je devais être aux 200e kilomètre. Là, c'est le mont Lassar. Là, elle est dangereuse, cette montagne-là. Il s'est toujours passé quelque chose pour moi, là, l'année passée. Plein de trucs. Cette année, ça a été de la grêle, de la pluie, du vent, de la brume. C'était épouvantable. Puis il y avait aussi des wapitis qui criaient pas loin de nous. C'est tellement beau d'entendre ça, là. Tu sais, c'était effrayant ce qu'on vivait, là. Puis d'entendre les wapitis, c'était comme le wow! Je peux pas t'expliquer comment je me sentais, mais c'était capoté. Puis de m'être sortie vivante de cette nuit de fou, là, tout mon stock était 30 ou presque. Ça a pas de sens. Mes mains étaient 30. J'ai scrappé 4 gants, 4 paires de gants là-bas, tellement qu'il y a tout le temps des tu sais, c'était capoté. Cette nuit-là, c'est un 24 ou un 26 km avec du dénivelé. Et puis là, il y a 2-3 gars que je suivais qui allaient super vite. Je me disais, si je continue de les suivre, j'aurais plus de jus. Le gars m'a foutu une golf-nack dans la bouche parce que j'étais pas capable de me la prendre sur moi. Les doigts gelés. C'est tout ce que j'ai pris, des doigts gelés. Ça n'a pas de sens. C'est tout ce que j'ai pris. Je pouvais pas m'arrêter. Je me disais, moi, là, si j'ai le goût de prendre 5 minutes, fermer mes yeux, je ne peux pas faire ça. Je vais mourir. Il faut que je sois toujours en mouvement. Je sais pas comment j'ai fait pour me sortir de cet enfer-là parce qu'à un moment donné, je suis devenue toute seule dans cette nuit avec du vent, c'était épeurant, mais j'ai juste comme survécu à ça. Puis à la fin, j'étais perdue, mais je savais que j'étais proche de finir. Mais même si je savais qu'est-ce qui s'en venait, j'étais comme sur une autre planète, puis j'étais perdue ben raide. Puis là, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Je me suis éloignée là, de quelques mètres du sentier, puis je savais même plus où retrouver le sentier.
j'étais comme dans une espèce de gros bassin d'eau dégueulasse de lichen. Puis il y avait 2 coureuses en haut, là, qui m'ont pas aidé. Puis je leur disais, help me, puis aidez-moi pour m'aider à retrouver le chemin. Du tout. J'ai même sorti mon téléphone, j'avais ma montre, puis qui me disait, ouais, c'était le bon chemin. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas. Je me disais, oh non, je refais le même. Je me voyais à Bigfoot refaire le même maudit scénario, pas à Bigfoot, à Tao, que j'avais refait la même boucle. Je pensais que je refaisais ça parce que j'étais plus là. J'avais besoin de m'arrêter, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Fait que là, je suis retournée dans le sentier pensant que c'était pas le bon, mais c'était le bon. J'ai juste fait confiance à mon instinct, me disait continue. Je pense que c'est ça. Puis là, les 2 filles, je les ai croisées, puis là, elles m'ont demandé dans combien de temps on arrive. Hey, tu penses-tu que je leur ai dit fuck you, tu m'as pas aidé tantôt, tu penses que je vais t'aider, ben essaye de m'attraper. Et ils ont couru comme des débiles, puis la crew de la personne en fait de la coureuse ben, était dans le dur. J'ai dû l'aider. Ça me tentait pas, mais j'avais pas le choix de l'aider parce que sa coureuse le larguait. Faut le faire. Ben voyons donc. Non, j'ai jamais vu ça. Tu sais, on s'entraîne entre nous, mais là, ça a été là. Ça avait aucun sens, là. Même moi, j'étais dans le dur, puis je savais qu'il en restait 3 kilos. J'ai aidé la coureuse, on s'est arrêté, j'ai donné de la nourriture alors que j'avais les doigts transis de froid. J'ai sorti de la bouffe, elle était complètement, elle allait tomber dans les pommes, la pauvre, là. Je l'ai amenée un peu avec moi, puis j'ai dit, OK, là, t'es-tu capable de me suivre? On arrive bientôt, puis je l'ai amenée jusqu'au ravito suivant. Je voyais qu'elle était pas loin de moi, là, puis j'ai fini par sortir de cet enfer-là, ça avait aucun sens, là. Puis arrivé à ce ravito-là, il ventait comme si les bœufs, c'était fou raide. Écoute, la tante, je pensais qu'elle allait partir avec moi. Puis là, il y a une bénévole qui a brûlé ma manche de manteau technique. Il n'y a rien qui allait, là. Ah, il n'y a rien qui allait. Les pieds étaient mouillés. J'avais pas mis de souliers là. J'en avais mis dans plein d'endroits, mais il est tellement mouillé tout le temps. Fait que, c'est ça. Après ce moment débile-là, moi, là, le soleil est revenu pour vrai là, dans la course. Là, il ne me restait pas tellement de kilos à faire. Peut-être, je sais pas, une centaine à la fin. Ben, tu sais, 100 kilos, quand t'en as fait presque 400, il n'y a rien là. Puis là, ben, ça a été, là, tout le brouillard dans la tête que j'avais eu un peu durant la course est complètement dispersé. Puis je suis encore là-dessus. Vraiment, ça m'a apporté au max ce moment-là. Excuse-moi, j'ai bifurqué à Ben non, c'est parfait, mais tu dirais-tu que ce moment-là, c'est le plus gros creux, le plus gros up dans ton été? J'ai l'impression que tantôt, quand tu racontais tes courses, il y a eu plein de pépins, mais tu semblais, focus, aligné vers ta mission, appelons-la comme ça. Puis là, j'ai l'impression que pour la première fois, je t'entends raconter que le plan a sacré le camp, puis ça a pris tout ça pour revenir sur le droit chemin puis finir ça avec le sourire. Oh oui, absolument. Puis là, il y avait un coureur, un ami américain qui voulait me suivre, mais le gars, il est bien trop rapide pour moi. Je dis, non, va-t'en. Puis j'essaie de le larguer tout le temps. Va-t'en. Je t'aime beaucoup, là, mais je vais te ralentir. Tu as fini 12 heures avant moi, tu vois le genre. Là, il a pas fallu. Je pouvais pas. À ce moment-là, j'ai un petit peu au niveau respiratoire dans cette montée-là. Il fallait que je le largue. Puis il y avait un autre Québécois qui était avec un crew en arrière, qui m'entendait parler en anglais, mais qui avait entendu mon accent, mais c'était tordant. Tu sais, des moments de même, là, tu peux juste vivre ça durant une race. Il dit, veux-tu y parler, lui? Bon, allez dire là, qu'il faut qu'il te laisse tranquille. Ah, c'était tordant. Fait que finalement, le gars, il a fini par sacrer son camp, puis on s'est revus plus tard, on s'est donné des nouvelles plus tard, mais il fallait pas qu'il reste avec moi, là. Mais moi, je me suis mis à pas mal mieux aller après cet événement-là aussi, puis j'ai fini la course dans le bonheur total avec le smile d'en face. Fait que tu vois, tu peux commencer une course, t'es dans la merde, là. Tu le sens dans toi que t'es dans la merde, mais tu peux être capable de le faire, puis finir avec le bonheur, le sourire, puis là, c'est tout nettoyé de toi, là. Tous les nuages gris sont partis. C'est fou ce que j'ai vécu à Moab cette année. Incroyable. Les montagnes russes. Vraiment, mais j'ai grandi en tant qu'individu dans toutes ces épreuves-là. C'est fou raide. Quand t'as vu la ligne d'arrivée, quand t'es arrivé à la fin de ça, est-ce que tu le sentais comme étant la fin de Moab ou la fin de ce grand slam-là? Tu le voyais-tu dans son entièreté de ce que tu viens d'accomplir dans l'été? Dans l'année? Dans l'année. Oui puis non. Écoute, j'étais juste contente de finir en un morceau, puis j'en revenais juste pas d'être là. Puis j'avais un ami qui était là, qui m'attendait. Lui, il me cloue pas, il ne me pèse pas. Il m'accompagne durant ces courses-là quand mon chum ne peut pas venir. Fait que ça, il était là. Fait que j'étais juste contente de le voir parce que c'était comme le même scénario que l'année passée. Mais là, j'ai fini le matin, puis après, c'était le gros party, puis après, c'était le déjeuner de construction, puis tout le kit, là, puis
l'arche parce que l'arche de finish pour accueillir les derniers, mettons, là ou la dernière. Fait que c'était ça. Puis je me suis comme pas trop posé de questions parce qu'après, quand la fatigue arrive, là, t'es brûlé, puis le post-mortem se fait un petit peu plus tard, tu sais. Un peu, là, mais moi, je carbure au prochain défi. Tu sais, je termine ça, j'ai eu ma best life là-bas, puis après ça, ben c'est OK, le prochain, puis j'ai 4 années là, devant moi, là, j'ai une liste, planifier. Je sais pas où placer mes courses. Tetris, une semaine, je vais aller faire celle-là. Je suis en attente sur Cocodona, je suis 153e et j'ai monté d'une place. Fait que je suis sur la liste d'attente à Cocodona, puis c'est ma prochaine. Puis j'en ai une cet hiver, mais tu sais, là, j'essaie de placer mes courses, puis bon, en 2027, je vais aller faire la Across Switzerland, Crossing Switzerland. Que Francis fait cette année, Francis Oui, Picard. j'ai failli m'inscrire cette année, mais là, il y avait Cocodona, fait que c'était trop rapproché. Je me disais, bon, c'est trop de gros voyages parce que quand je vais aller en Suisse, ça va me bouffer 3 semaines. Fait que tu vois que j'ai comme plus de latitude. Mais c'est tout ça, là. Moi, j'en ai 4 ans, là, encore, là. Une liste, je vais toutes les faire, les 200 000, une par une. Il y en a qui reviennent cette année, que je vais aller faire. Puis là, il y a Mammouth qui m'est tombé dans l'œil. Là. Oui. Fait que je m'en vais faire de Mammouth, là, avec deux filles, 2 Québécoises, ouais. Vasseur et Geneviève Chamberlain. Si elle choke pas, j'espère. Puis j'essaie d'entraîner Dave Landry là-dedans avec Marcel, sa blonde, qui va peut-être venir, on sait pas. Il y a l'UTCC aussi que je veux trouver un trou avec mes congés. Fait que tu vois, c'est un beau problème. J'ai l'impression que l'UTCC est comme devenu l'espèce le plus 200 000 des 100 000, dans le sens où j'ai l'impression que les gens qui sont motivés par ce défi-là, puis les gens qui ont ce qu'il faut pour se rendre au bout de ce défi-là, parce que c'est pas qu'un simple 100 000, dis-je entre guillemets, c'est les gens qui font du 200 000, parce qu'en termes de durée, tu te rapproches des durées de course de certains 200 000 plus roulants, comme Tao par exemple. On n'est pas loin en durée d'un à l'autre, fait que c'est intéressant de voir ça. Fait que je comprends que le post-mortem, il est passé vite à c'est quoi la prochaine étape, puis tu regardes vers l'avenir. Mais regarde, je travaille pour ça, puis j'ai juste hâte à la prochaine course. J'ai quelque chose en février, cet hiver, proche de chez moi, le Jack Rabbit Ultra Trail, que tu dois connaître. Fait que ça va être cool d'aller là. Puis après ça, c'est en début mai, si tout va bien. Sinon, ben, je vais me trouver mon autre truc. Vermont. Tu sais, je peux pas mettre mon nom dans le chapeau. Moi, ça va me faire quelque chose de pas mettre mon nom dans le chapeau cette année. Je peux pas. Je vais à De Mammouth. Puis de Mammouth, c'est la deuxième édition qui va se dérouler en 2026. Puis l'UTCC, celle-là, elle va valoir 250 kilos, là. Elle me fait peur, cette course-là. C'est ultra technique. 50 heures, wow. Je veux y aller. J'espère être capable. Je suis pas inscrite encore, là, mais je vais essayer de trouver comment je peux jouer au Tetris avec des congés pour pouvoir la faire. Puis de Mammouth, fait que ça serait mes 3 grosses courses cette année si je les fais les 3. Puis après ça, ben malheureusement, ça va en 2027. Puis tu sais, le Crossing Switzerland, je mets mon nom dans le chapeau. Puis ça me bouffe 3 semaines. Puis qu'est-ce que je vais faire autour de ça? Je vais retourner à BU aussi, faire le 100 000. Je sais pas encore. Les courses de Destination Trail, c'est du bonbon, hein. C'est très bien organisé. C'est certain que je me retape peut-être une triple couronne. Si je peux reprendre un congé comme ça, je me le retape ça. Puis probablement que je vais refaire sinon chacune des courses. Puis j'avais dit que je referais pas Arizona Monster, mais je vais y retourner. Ah ouais? Retourner un jour, ben oui, écoute, avec les pieds que j'avais, je sais maintenant comment gérer cette course-là, puis je vais m'essayer, même si je vais avoir appris des trucs pour mes pieds, puis on croise les doigts que ça fonctionne bien. Mais le Tour des Géants aussi, ça c'est en 2028 peut-être, puis il y en a d'autres. Il y a San Diego 200, Oregon 200 qui est plus là, de Divide. Ouais. 200 dans l'Ouest canadien. Le premier 200 canadien, hein? Oui, le premier 200 canadien. Non, il y a un deuxième. Il y en a un deuxième maintenant, mais ça a été le premier. Mais ouais, c'est ça, il y en a un deuxième en Ontario qui est arrivé, puis il y avait des Québécois qui étaient là d'ailleurs. Mais on entend beaucoup à la blague ou pas à la blague que 200 miles is the new 100 miles, mais les courses pop en ce moment, de plus en plus, on en voit arriver parce qu'il y a un public pour ça. Je veux dire, les courses de Destination Trail se remplissent super vite. Tu parlais de Cocodona 250. Quand c'est arrivé, le monde disait « Ouais, on a une course de 250 miles. » Ben, sold out, puis t'es 150e à la liste d'attente. Ça te montre à quel point il y a un engouement pour ça, puis il y a un public de coureurs pour ça, là. Le Cocodona, j'étais sur le piton là, quand ça a ouvert. J'ai essayé de m'inscrire 5 minutes avant l'inscription, puis c'était fermé.
Et là, il y a eu un bug informatique. C'est pour ça que je suis 150 quelques M sur la liste parce que j'étais comme pas in, parce que quand j'ai pesé, écoute, il y a 800 personnes sur la liste d'attente, vous te rends compte? 800. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Fait qu'il y a eu un bug informatique. Puis là, après, je suis tombée comme genre 50e sur la liste. Puis là, ils ont dit, il faut compter tout ça. Il y a du monde qui est avant toi. Fait que c'est pour ça, là, j'ai perdu des places. Mais on me dit que être à cette position-là, j'ai des super chances de rentrer. Ah ouais, OK. Tout est organisé. Mon voyage est déjà organisé, mais je peux tout annuler. Puis si je suis in, j'espère. Puis ça va être ça. Sinon, j'essaierai de repitonner ça l'année prochaine, d'être vraiment... Peut-être qu'ils vont avoir changé des trucs, mais ça pense parce que faites une pige, peut-être. Tu sais, si tu fais une c'est pige... ça. Mais il y a des courses comme ça qu'en ce moment, je veux dire, même il y a certaines épreuves québécoises en ce moment que tu te dis, ça se remplit en dedans de 24 heures. Fait qu'est-ce que la prochaine étape, c'est de mettre tout le monde sur le piton en file d'attente comme les passes du Festival d'été à Québec? Ou est-ce qu'on met en place une certaine loterie parce que ça fonctionne bien puis ça permet une certaine équité, puis après ça, les courses selon les collaborations qu'ils ont avec peut-être d'autres épreuves, d'autres événements, peuvent décider que, tu sais, pondérer la loterie avec certains systèmes de points, de tickets, d'accumulation. Si tu t'inscris à une de nos courses dans le passé, tu as accès à un point de plus. Tu sais, tout le monde peut s'arranger comme ils veulent puis le faire à leur façon, mais ça peut permettre des fois une équité plus que d'être premier sur le gun puis qu'un bug de Wi-Fi vient chambouler ton année, là. Absolument, ben oui. C'est pas des grands problèmes, mais ça reste qu'il existe des solutions pour ça. Puis, mais je trouve ça beau de voir ta passion puis de voir qu'au terme d'une année aussi intense, j'ai l'impression que la passion semble brûler encore plus fort, tu sais. Ah ouais, absolument. Ah oui, moi je suis une tripeuse, là. C'est des aventures en plus que je vis, puis ouais. C'est un mode de vie. Vraiment, tout ça est un mode de vie. Pour moi, c'est pas compliqué de dire je vais aller faire le tour du lac chez moi 2 fois qui va me donner 26 km, puis de mettre du temps sur mes jambes tout court. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est facile. J'ai toujours les principes de base, là. Dormir, puis bien manger, c'est tout. Puis entraîne-toi, mets du temps sur tes jambes, puis le reste, ça va le faire. Je suis freestyle, vraiment, j'ai pas de plan établi, mais je suis amoureuse de ça. C'est facile. Mais ça se ressent, c'est beau à voir. Je trouve que ça... peu importe comment on aurait terminé l'année de Pas sorti du bois, ça aurait été le fun, mais de le finir avec cette passion-là brûlante, tes récits, je veux dire, tu les racontes puis on les vit avec toi, c'est super, super intéressant. On a l'impression qu'on y était, puis j'ai adoré notre discussion. Ça donne juste le goût de mettre les espadrilles puis sortir courir. Peu importe les gens qui écoutent leur objectif, si tu 1 ou 100 ou 1000 km, peu importe, ça donne le goût de sortir courir. Puis moi, il n'y a rien comme écouter un film ou écouter un épisode de podcast, un film documentaire qui donne le goût de mettre tes espadrilles. Il n'y a rien, il n'y a pas meilleur signe que c'est quelque chose qui était le fun. Puis là, en ce moment, c'est ça que j'ai comme émotion. J'ai le goût d'aller courir. Fait que merci beaucoup de ton temps, Sandra. C'était génial. Vraiment, merci. J'ai adoré te conter tout ça. J'ai l'impression que j'ai l'air de conclure, mais c'est pas tout à fait la conclusion parce que chaque épisode avec un nouvel invité termine toujours avec les questions éclair NAC. 10 questions où je te mets 2 éléments en opposition. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. C'est une petite compétition amicale, mais le record en ce moment pour les 10 questions à distance comme ça appartient à 3 coureuses. Donc Laurie Girard, Maxime Dastou et Tania Desrivières ont tous fait ça en 19 secondes. Donc là, c'est ta chance, Sandra, que je te nomme à chacun des prochains épisodes si tu bats 19 secondes. Donc, tu me dis quand t'es prête, puis je te lance ces 10 questions-là. Vas-y. Attends, je vais sortir mon chrono. J'avais sorti la calculatrice. Ça va pas bien. Prise 2. OK, j'ai le chrono devant les yeux. T'es prête? Mm-hmm. Route ou trail? Prête. Des plus ou des moins? Des plus. Café ou thé? Thé. Hiver ou été? Été. Question NAC, calories liquides ou solides? Solide. Bâton ou pas de bâton? Bâton. 100 000 ou 200 000? 200 000. Arizona ou Moab? Moab. Tao ou Bigfoot? Bigfoot. 2025 ou 2026? 26. Hey, 16 secondes, un nouveau record, mesdames, messieurs! J'adore. À t'entendre depuis tantôt, j'étais certain que la dernière question, ce serait 2026. Tu me sembles tourné vers l'avenir, déjà motivé par ce qui s'en vient. Donc félicitations, 16 secondes. Ça veut dire, Sandra, que tu vas m'entendre nommer ton nom chaque fois que tu réécoutes le podcast jusqu'à ce que quelqu'un batte ton record. Donc, félicitations pour ça. Puis, salutations à Tania Desrivières, Maxime Dastou et Laurie Girard, 3 invités que j'ai adoré recevoir cette année, qui avaient fait 19 secondes, mais leur record est battu. Les records, c'est fait pour sauter. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Sandra. Ça a été vraiment une agréable discussion. Je trouve que ça met le point final parfait sur cette saison 2025 de Pas sorti du bois. Je suis très heureux d'avoir pu jaser aujourd'hui. Et moi donc, plaisir partagé. Donc, la prochaine étape, Sandra, ça va être de se croiser pour vrai puis de partager des kilomètres dans le sentier, pas autour d'une caméra puis d'un micro. Donc, non, si tu es à l'UTCC cette année, on risque de se voir. En fait, moi, c'est sûr, je vais y être. C'est toi que ça semblait être un plan, peut-être, mais ça sera peut-être dans les Chic Chocs ou ailleurs. Donc, au plaisir de partager des kilomètres avec toi. Ben oui. Peux-tu ajouter un petit quelque chose? Les courses de Jeff Tapp. J'ai fait la Gaspésia aussi, un 57 km en 2018. Je suis trippée. J'ai hâte d'y retourner. Je veux faire Forillon 100 000 aussi. C'est juste de faire fitter mes trucs là-dedans. J'adore la Gaspésie. J'ai juste hâte de faire ça. Puis aussi au Saguenay, aller faire ça, l'UTFS, ça, c'est dans mes plans. Vraiment, là, je boude pas le Québec du tout. Vous allez me voir dans les sentiers du Québec bientôt. Mais je trouve que tu as nommé 3 événements dans ce qui s'amenait pour toi, puis ces 3 événements que je sais pas qu'est-ce qui explique ce rapprochement-là, mais je trouve que l'UTFS, les événements de Jeff Tapp en Gaspésie, puis l'UTCC, il y a quelque chose qui les lie, ces événements-là, au-delà de la Gaspésie, parce que le Saguenay, c'est pas en Gaspésie, il y a quelque chose qui les lie dans leur façon de faire les choses, les valeurs qu'ils propagent, leur authenticité, ils ont les 2 pieds bien parqués dans leur région. Tu sais, c'est des courses qui sont locales, puis tu vis une expérience typiquement gaspésienne quand tu vas faire l'UTCC, Gaspésia ou même Forillon, je l'ai pas vécu celle-là. L'UTFS, ça semble pareil, c'est des courses qui sont ancrées, qui mettent à profit des bénévoles du coin. Et je sais pas qu'est-ce qui explique ça, mais tout le monde que je connais comme toi qui vont parler d'une course va parler de l'autre, puis il y a quelque chose qui lie ces événements-là, puis il y a de quoi de magique qui se passe à l'Anse-Saint-Jean, à Percé, au Mont-Albert, puis à Gaspé. Donc voilà, le plaidoyer est dit, c'est la 800e fois que j'envoie des fleurs à ces organisations-là, mais je trouve tellement que c'est des beaux événements, puis tu fais bien de le mentionner. Je suis d'accord avec toi à 100%. Fait que merci beaucoup, Sandra. Merci à tout le monde qui écoute. Merci d'être fidèle au poste chaque mercredi ou à peu près, chaque fois que je sors un nouvel épisode. Je m'étais dit en 2025, on va faire 26 épisodes, 1 ou 2 semaines. J'ai échoué lamentablement, je n'ai fait 41. Donc, moi, je me mets une base qui est 1 par 2 semaines. Puis s'il y en a de plus, parce que les opportunités arrivent, puis la passion est là. Puis comme vous pouvez le voir, à 41 épisodes cette année, clairement, la passion est toujours aussi présente. Donc, 2026, il y a des bien belles affaires qui se préparent. Merci à tout le monde. Je profite de cet épisode de fin d'année, début d'année-là pour envoyer des fleurs, mais je devrais le faire tout le temps. Je ferais pas ça si c'était pas des gens qui écoutent, on s'entend. Sinon, je serais un gars qui parle tout seul dans son sous-sol. Je fais ça pour rencontrer des gens comme toi, Sandra, qui m'inspirent moi, mais qui, je le sais que si ça m'inspire moi, ça va inspirer les milliers de personnes qui écoutent le podcast. Donc, c'est toujours aussi trippant de le faire. Je remercie mes partenaires parce qu'ils sont très importants dans le fait de faire ça puis d'avoir un support pour le faire. Donc, merci à NAC qui est le partenaire principal depuis les tout débuts. Merci à Café Charlevoix, merci à Noctem, merci à Mox Mocktail, des partenaires qui sont là depuis longtemps. Merci à David Hébert pour le design graphique, merci à Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis bonne fin d'année, bon début d'année 2026. On va se recroiser en audio, en podcast ou sur les sentiers. Ciao tout le monde, bonne fin de journée. Bye bye.